Alors, je vous propose qu'on démarre tranquillement. Le temps que j'en se connecte, déjà, je vais faire une petite introduction sur l'association, sur le principe des meet-ups, pas mal de petites choses. Et puis après seulement, on détaillera voilà, le cœur du sujet. Donc d'abord, merci à tous de participer à ce meet-up en ligne. Je vous avouerai que j'aurais préféré vous faire un meet-up en présentiel pour ensuite prendre un café ou prendre l'apéro. Bon là, voilà, crise sanitaire oblige, on est obligé de faire ça en visio, ce qui permet à d'autres personnes plus loin par contre de participer, donc c'est tout aussi bien. Et donc c'est le premier meet-up WordPress Nantes depuis pas mal de temps, puisque les anciennes personnes qui justement géraient de main de maître ont passé la main, voilà, par manque de temps, ce que je comprends tout à fait. Donc nous, à l'agence, on essaie de reprendre le flambeau et on va essayer d'en faire, on va dire dans un premier temps, un par trimestre. Et puis après, pourquoi pas plus, il y a plus de participants. D'ailleurs, juste au passage, avant d'aller un peu plus dans le vif du sujet, on est à la recherche, nous, pour le Meetup de Nantes, justement, d'orateurs. Donc, si vous avez des sujets qui vous passionnent, sur lesquels vous avez une expertise, ou tout simplement sur lesquels vous voulez échanger, et qui a un rapport de près ou de loin avec WordPress, ça peut être la sécurité, le temps de chargement, l'accessibilité, la gestion utilisateur, la gestion de projet, peu importe. N'hésitez surtout pas après à venir m'envoyer un petit message parce que justement, on cherche des orateurs pour tous les meetups qui suivront. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Là, c'est moi qui anime, c'est moi qui vais gérer les meetups et qui anime ce premier meetup 2021. Mais voilà, l'idée après, c'est de faire participer un maximum d'orateurs et oratrices un peu partout en France, voilà, pour partager la passion et des informations qui seraient intéressantes sur WordPress. Donc cette intro étant faite, on va commencer la conférence en elle-même. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être l'audit live d'un site WordPress. Alors, j'aurais dû dire de plusieurs sites WordPress parce que j'ai demandé sur mes différents réseaux sociaux, en fait, voilà, des exemples de sites. Donc, on m'a donné pas mal de sites différents. Donc, je vais passer de l'un à l'autre. Et le but du jeu, c'est que je vais essayer d'auditer, comme je le ferai en live, sur un site que je ne connais pas. Et ce ne sera pas qu'un audit SEO. L'idée, c'est de faire un audit au sens large. Ça va inclure donc le référencement, mais aussi on va parler de sécurité, on va parler de légalité, d'accessibilité, de temps de chargement. On va essayer de balayer un petit peu tout ce qui devrait vous permettre, en tout cas, de vous donner des pistes d'amélioration ou en tout cas des pistes de travail sur vos différents sites pour essayer de les améliorer au quotidien. Donc là, on va essayer de faire ça pendant une petite heure et puis après avoir une séance de questions-réponses. Donc là, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de la conférence, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Soit j'y répondrai directement si vraiment je suis dans ma lancée, soit j'y répondrai à la fin de l'audit. Je me présente peut-être juste avant aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement. Donc, je suis le créateur de l'agence SEOMix. On est une agence spécialisée sur le référencement naturel de WordPress. Je suis également consultant SEO et développeur moi-même. Et certains d'entre vous m'ont vu dans pas mal de conférences un peu partout en France, ou certains autres ont peut-être lu le livre Optimiser son référencement WordPress. Et je profite rapidement pour faire un tout petit peu de pub. La 4e édition vient de sortir, donc n'hésitez pas à l'acheter. Et donc, avec cette expertise, moi je travaille sur WordPress depuis 2008. À la base, en simple webmaster, on va dire. Et en fur et à mesure que j'ai pu creuser le sujet, il y a des choses en fait qui deviennent très récurrentes. C'est-à-dire que quand je vais travailler sur un site, que ce soit un site qui m'appartient, un site d'un client ou le site d'un proche, on va toujours avoir les mêmes types de problématiques sur les différents sujets dont on va parler justement. Et là, le but du jeu, c'est que je vous montre un petit peu comment moi je travaille, comment je prends un site qui m'arrive brut dans les mains et qu'est-ce que je fais pour essayer de donner des préconisations qui soient utiles. Alors, il n'y aura pas beaucoup de slides, il va y en avoir plus que 2, donc ça va être rapide, puisqu'après, je vais vraiment partager mon écran et je vais vraiment travailler en direct sur différents sites pour vraiment en plus vous montrer l'aspect pratique. Et je vous cite juste toutes les étapes qu'on va voir là rapidement pendant l'heure qui suit. Alors, juste petite remarque rapide avant, on ne pourra pas approfondir en détail chaque sujet, puisque chaque thématique pourrait faire l'objet d'un meet-up à part entière sans aucun souci.
Mais l'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne un audit. On va parler de web marketing, on va parler pas mal de réponses aux besoins, ça je vais insister beaucoup parce que ça impacte tout le reste de votre site internet. On va parler des aspects légaux, temps de chargement, référencement naturel, accessibilité et sécurité. Je fais exprès aussi, juste pour information, dans les sites que je vais auditer, je fais exprès de n'avoir aucun accès administratif. J'ai vraiment accès qu'au front office des différents sites pour vous montrer déjà, sans aucun accès, déjà tout ce qu'on peut détecter et tout ce qu'on peut se lister en termes de correctifs. Et donc, le mieux, c'est que je vous montre un petit peu comment ça marche. D'abord, un grand point avant de rentrer dans le détail de n'importe quel site, il y a une chose qui est très, très, très importante à garder en tête, et c'est la clé de tous les audits qui vont porter leurs fruits, c'est qu'un audit doit avoir des objectifs. Si, par exemple, je prends un site, alors je vais prendre là mon site perso, et que je me disais, demain, je vais auditer ce site. La première chose à avoir en tête dans un audit, c'est que cet audit doit avoir un objectif. C'est à quoi il va me servir, pourquoi je le fais, et surtout, et là j'insiste beaucoup dessus, si je fais un audit, je dois absolument prévoir, juste après, d'avoir le temps ou l'argent pour mettre en place des préconisations. Nous, on le voit avec des prestations clients, on va fournir un audit, des préconisations, une roadmap, voilà, tout ce qui fait partie d'un audit de référencement naturel. Et le plus dur, c'est de réussir à dégager suffisamment de temps ou de budget financier pour appliquer les préconisations. Et bien souvent, si vous parlez à d'autres consultants, que ce soit des consultants en référencement naturel ou des consultants en développement web, des consultants en accessibilité, tout ce que vous voulez, le plus dur, ce n'est pas de faire l'audit, le plus dur, c'est de le faire appliquer et d'être sûr que chacune des préconisations a bien été mise en place dans un ordre précis, par un ordre de priorité. Et ça, j'insiste vraiment, si vous auditez vous-même vos sites ou si vous faites appel à un prestataire externe, dites-vous bien que au-delà de l'audit même, c'est qu'un moyen de parvenir à vos fins. Donc, vous devez absolument vous dire que derrière, on va dire que vous avez soit de l'argent, soit des ressources humaines qui vont vous permettre d'appliquer les différentes préconisations et de les mettre en place. Sinon, clairement, auditer un site ne sert à rien. C'est vraiment le cœur du sujet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, avant de commencer à auditer un site, si j'auditais, par exemple, ce site-là, ce blog, la première chose à faire avant de commencer à regarder quoi que ce soit, c'est de vous poser une question qui est très bête, mais qui est pourtant la base de tout l'audit. Quel est l'objectif de ce site? À quoi sert ce site Internet? Est-ce qu'il y a un objectif d'image de marque, un objectif de chiffre d'affaires, un objectif d'inscription? Quel est on va vous allez vous poser la question, quel est son modèle économique? À quoi il va servir? Alors, je ne vais pas auditer mon site, même s'il y aurait plein de choses à trouver et à corriger, ça c'est sûr et certain, parce que ce blog-là, voilà, c'est un blog juste en matière de loisirs. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les différents sites qu'on m'a donnés quand j'ai posé quelques questions sur mes différents profils sociaux, et on va commencer par celui-ci, un site qui s'appelle WeAreCom, et on va aborder la première thématique de l'audit. Je ne rentre jamais dans un audit par des parties techniques. Je ne commence pas par le référencement naturel, ni par le temps de chargement, ni par l'accessibilité, ni par l'aspect légal. Je commence toujours par l'optique web marketing. Et il y a une question à vous poser qui va être très simple, c'est de vous dire, ce site-là, je ne le connais pas, faites comme si vous ne l'aviez jamais vu avant. Et en moins de 3 secondes, je dois être capable, moi en tant qu'internaute, de comprendre quelle est son activité, qu'est-ce que je vais trouver sur ce site, est-ce que je vais trouver des produits, des services, du contenu, des fonctionnalités, une application, que sais-je? Ça, c'est la première chose. Et ce site-là est un bon exemple, parce que si vous rechargez la page de WeAreCom, et si vous comptez dans votre tête que 3 secondes et que vous essayez de comprendre ce que fait ce site, ben en fait, c'est assez flou. C'est-à-dire que WeAreCom, si vous arrivez comme ça, de but en blanc, sans savoir ce que c'est, vous allez mettre un peu de temps à comprendre ce qu'ils font. À quoi sert ce site, quel est son objectif, quel est son modèle économique, à qui il s'adresse. Il va falloir fouiller un petit peu pour comprendre. Normalement, quand vous arrivez sur un site, vous devez être capable de comprendre son modèle économique. Prenons un exemple d'un site très connu. Je vais aller sur un site magnifique. Alors, ce n'est pas WordPress, mais vous allez comprendre le principe. C'est Discount. Bon, c'est Discount, quand vous arrivez dessus, alors c'est très moche, on est d'accord, mais n'empêche que son modèle économique ou ce que moi je vais pouvoir trouver dessus, vous allez très vite le comprendre. On comprend très rapidement qu'on est sur une boutique.
On comprend très rapidement qu'on a toutes nos catégories de produits dans lesquels on va pouvoir trouver différentes gammes par rapport à différents besoins clients. Et cette étape-là, de juste d'abord se dire qu'est-ce que ce site fait, quel est son modèle économique, c'est la première étape de votre audit. Ici sur WeAreCom, si je reviens dessus, alors je relevais la pop-up qui est un petit peu agaçante, vous avez un site sur lequel il y a plein de contenus de qualité, mais malheureusement, en fait, il faut que vous descendiez tout en bas, et dans le footer, vous avez l'explication de ce qu'est WeAreCom. Et en fait, cette simple problématique-là fait que vous devez normalement essayer de toujours remonter votre, votre cœur de métier. Je vais prendre un exemple d'un site que je trouve bien fait. Vous prenez l'extension WP Rocket. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, une extension qui fait de l'optimisation de temps de chargement. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de WP Rocket, vous avez toujours leur logo, donc vous allez tout de suite savoir qui ils sont. Et surtout, vous avez l'accroche principale. WP Rocket, qu'est-ce qu'ils font? Ils accélèrent les sites. C'est simple, rapide, c'est explicite. C'est ça que vous devez mettre en place sur n'importe lequel de vos sites. Donc ça implique malheureusement que votre site, le thème que vous allez utiliser sur votre WordPress vous permette de mettre en avant cette partie-là, mais vous devez impérativement faire en sorte de faire comprendre à l'utilisateur qui vous êtes. Dites-vous bien que 90%, 95% des gens qui arrivent sur votre site, surtout quand vous êtes en phase de démarrage, ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes, quelle est votre plus-value, à quoi vous servez, ainsi de suite. Donc ça, c'est hyper important. Si je reviens à WeAreCom, c'est un collectif de communicants qui essaie de fédérer, de ce que j'ai compris, les entreprises autour de la communication, donc avec justement pas mal après d'articles et de contenus, mais on met un peu de temps à comprendre ce qu'il faut. Ça, c'est mon premier aspect de marketing. Mon deuxième aspect marketing, au-delà de savoir qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, à qui je m'adresse, quelle est la société ou l'organisation qui est derrière, le deuxième point, et qui est tout aussi important parce qu'il va impacter tout le reste, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce site-là a une vraie stratégie web marketing? Aujourd'hui, par expérience, tous les sites qui marchent bien en termes de business, en termes de trafic, en termes d'expérience utilisateur, c'est des sites sur lesquels déjà il y a une vraie identité de marque. Il y a une vraie plus-value, une vraie stratégie. Ce n'est pas un énième prestataire qui fait la même chose. On va essayer de se démarquer. Je vous donne un exemple sur lequel malheureusement ce n'est pas le cas. Vous prenez le site Anti-Imprimerie. Quand vous arrivez dessus, alors vous avez d'abord la première problématique qui est toujours là, c'est-à-dire que savoir ce qu'ils font. Donc après, le terme imprimerie va vous mettre théoriquement la puce à l'oreille assez vite. Mais ma deuxième partie, web marketing, elle va poser problème, puisque si vous arrivez sur le site, juste sur la page d'accueil, à aucun moment vous ne savez ce qu'ils apportent de plus ou de moins ou de différent par rapport aux autres imprimeries. C'est assez dur en fait de comprendre quelle est leur plus-value, quelle est leur force, pourquoi je devrais aller chez eux plutôt qu'aller chez un autre concurrent. Et ça, normalement, c'est compliqué à mettre en place, mais les meilleurs sites web, ceux qui marchent bien, c'est ceux qui justement arrivent à se différencier. Donc, vous allez vous dire, moi, aujourd'hui, dans mon secteur d'activité, qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de différent de mes concurrents pour justement pouvoir convertir mieux mes clients, toucher plus de prospects, avoir une meilleure image de marque, et ainsi de suite. Donc, gardez toujours ça en tête. Je vous conseille d'ailleurs un livre que je trouve très intéressant sur ce sujet, ça s'appelle Stratégie Océan Bleu, et si je ne dis pas de bêtises, c'est de Chris Anderson. Bêtises, je vais vérifier quand même. Stratégie Océan Bleu, non, raté. De John Kim et René Mouborn, un excellent livre web marketing. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Il se lit très bien, il est super intéressant et justement, ça va vous mettre un peu le pied à l'étrier de vous dire aujourd'hui, moi, comment est-ce que je fais sur un marché donné pour me différencier. Donc moi, mon site WordPress, comment est-ce que je fais pour lui donner un peu de boost. Ça se fait pour moi dans un audit, c'est on va dire c'est un fondamental. Si vous voulez conseiller vos clients ou si vous voulez booster vos propres sites, ayez toujours cette réflexion. Essayez de vous dire comment est-ce que je peux mieux expliquer aux gens qui je suis, ce que je fais, et comment est-ce que je peux me démarquer, comment est-ce que je peux faire mieux, ou plus efficace, ou plus simple, pour l'ensemble de mes clients. Ça, c'est mon étape 1, web marketing.
Ma deuxième étape, et celle-ci, elle est hyper importante, et on a tendance à la retrouver sur la quasi-totalité des sites qu'on audite, c'est que la plupart des gens qui créent un site internet vont penser à eux. Je vais faire mon site pour moi, alors moi j'aime bien tel type de couleur, je vais mettre une page mon histoire, nos valeurs, une page à propos, une page de nos équipes, etc., etc. Donc on a beaucoup de sites sur lesquels en fait on a une vision très auto-centrée de qui on est et de ce qu'on fait. Alors qu'en fait, la réussite d'un site, c'est une étape qui est très simple, c'est la réponse aux besoins. L'internaute qui arrive sur votre site, peu importe le biais par lequel il arrivera sur votre site internet, il a une problématique, quelle qu'elle soit. Il veut acheter un produit, il veut s'informer, il veut pouvoir obtenir une adresse, il veut pouvoir comparer des produits, il veut avoir un code promo, que sais-je. Vous, votre objectif, c'est de répondre à ce besoin le mieux possible. Vous allez donc vous dire, moi aujourd'hui, je prends mon secteur d'activité, comment est-ce que je réponds aux besoins? Reprenons l'imprimeur. Aujourd'hui, imaginons, je suis aux Antilles et je me dis, par exemple, je cherche un imprimeur, je ne sais pas moi, j'ai une affiche à faire, des flyers, peu importe. Je vais arriver sur le site, quel est mon besoin? Quels sont d'ailleurs, je rectifie, quels sont mes besoins réels aujourd'hui quand j'ai besoin de faire imprimer un flyer? Si j'arrive sur le site d'un imprimeur, je vais avoir besoin forcément à un moment donné de faire une demande de devis. Je vais peut-être avoir besoin de connaître les tarifs, les délais d'impression et de livraison, de savoir comment concevoir mon flyer. Est-ce qu'il y a un format numérique spécifique avec des tailles à respecter? Qu'est-ce que je dois fournir, etc., etc. Moi, ce que je fais souvent, c'est que vous prenez une feuille de papier, vous notez comme ça tous les besoins potentiels de vos prospects. Une fois que vous avez listé tous ces besoins, vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que mon site aujourd'hui répond à l'ensemble de ces besoins? Est-ce que je suis capable de répondre facilement et rapidement à toutes les problématiques que les internautes peuvent se poser? Je reprends l'exemple de mon flyer. Je vais me dire ici, tiens, j'aimerais justement pouvoir faire une demande de devis. Pas de souci, je vais commencer par le haut de la page. J'ai un votre projet, notre métier, nos savoir-faire, environnement, actualité, conseil, contact, votre avis et une recherche. Donc, mon cœur de métier, celui qui va me rapporter de l'argent, la demande de devis, n'est pas dans mon menu. Déjà, de base, je ne vais pas avoir mon cœur de plus-value. Si on descend un petit peu, vous avez un gros slider qui arrive avec quand même des boutons de devis express. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, vous allez toujours vous poser cette question-là qui est très importante, la réponse aux besoins. Est-ce que cette page peut répondre aux différentes problématiques? Donc, là, je me remets toujours dans le... Imaginez que je sois un prospect et que je vais imprimer des flyers. J'ai une page qui me parle de formulaire. On arrive sur un petit pitch qui disait merci de voilà, on est là pour prendre des renseignements pour vous faire un devis, donc pas de souci. Donc déjà, ce qui est un peu dommage, c'est que je dois cliquer 2 fois pour obtenir le formulaire en lui-même, qui est la page suivante, enfin le charger, et sur lequel j'ai tout un formulaire à remplir. La problématique que j'ai, c'est qu'on a inversé le besoin. Si vous regardez bien, le formulaire est d'abord conçu côté entreprise plutôt que prospect. C'est-à-dire qu'on demande d'abord à la personne de remplir l'ensemble des champs qui le concernent avant de commencer à lui demander ce dont il a besoin. Par exemple, j'aurais pu avoir un formulaire dans lequel je dis je fais une flyer, je veux une affiche, j'ai besoin de 500 exemplaires, j'ai besoin d'une couleur, d'être en couleur ou d'être en noir et blanc, etc., etc. Alors là où ça va être assez intéressant, c'est qu'imaginez toujours, je suis quelqu'un qui cherche à faire un prospect. Donc, je remplis mes petites informations. Hop. Alors, on parlera après accessibilité aussi. Hein. Donc là, hop. Je remplis mon magnifique formulaire. Tac. Je le remplis. Et là, on arrive sur ma partie, ma partie concrète. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Rappelez-vous, au tout début, je voulais juste un flyer. Et si je regarde bien le formulaire, je peux faire des encarts, des dépliants ou des brochures. Ce qui fait que j'ai fait perdre du temps à l'utilisateur parce qu'en fait,
ce dont il avait besoin, en fait, on ne pouvait pas savoir à l'avance qu'il ne pourrait pas faire une demande de devis. Ou alors, il va faire une demande de devis sur un autre champ et expliquer, mais non, en fait, ce n'est pas un dépliant que je veux, c'est un flyer, est-ce que vous faites des flyers? Deuxième chose aussi, toujours sur la partie réponse aux besoins, dites-vous bien que dans cette page-là, il y a plein de questions. Et soit on a de la chance, le prospect il s'y connaît, et il sait qu'il a besoin d'un 115 grammes brillant en telle quantité, avec une couleur en quadré, etc. Donc la personne s'y connaît, pas de souci. Soit vous êtes quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît absolument rien, et bien là, en fait, ce formulaire, vous allez l'arrêter tout de suite, parce qu'en fait, vous ne saurez pas répondre aux questions. Et dans web marketing, cette réponse aux besoins, cette compréhension de vos prospects, c'est une grosse étape du développement de votre site. C'est-à-dire que quand moi, je vais créer ce site-là, je vais devoir me poser la question de j'ai peut-être différents types de prospects avec différents types de besoins qui ne sont peut-être pas aux mêmes étapes dans leur processus d'achat ou dans leur réflexion. Et mon but du jeu, c'est de les aider tous. Et donc de faire en sorte que quand je vais créer du contenu ou quand je vais créer des fonctionnalités, si je reprends que l'exemple du formulaire, et ben en fait, je vais très vite devoir me mettre à leur place. Et là, je ne parle même pas, comme certains le mettent dans le chat, je ne parle même pas d'accessibilité, je ne parle même pas de la conception du formulaire, est-ce qu'il est bien fait ou mal fait. Je parle déjà juste de la manière dont il a été imaginé. C'est-à-dire que d'abord, on a demandé les coordonnées des personnes avant de commencer à leur poser les vraies questions qui importent. Et dans les vraies questions qui importent, en fait, on s'adresse qu'à une toute petite partie des prospects potentiels. Et donc, si ça se trouve, je perds peut-être 10, 20, 30, 40% de mes prospects uniquement parce que mon formulaire n'a pas parlé à tous les prospects qui pourraient exister sur le marché. Donc cette réflexion-là, là j'ai pris juste cet exemple sur le formulaire, je n'aurai pas le temps de continuer pendant des heures pour pouvoir aborder les autres sujets, mais ayez cette réflexion sur tout, sur vos fonctionnalités, d'une part, mais aussi sur vos contenus. Je ne sais pas, moi, si je fais un article de conseil sur comment faire un flyer, est-ce que cet article-là correspond bien aux besoins? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il répond à toutes les problématiques que les gens pourraient avoir par rapport à cette question? Etc. etc. D'ailleurs, tout à l'heure, on en reparlera. En référencement naturel, la réponse aux besoins a aussi un impact qui va être important. En tout cas, d'un point de vue juste web marketing ou d'un point de vue conception globale, juste posez-vous cette question-là. Et ce qui amène d'ailleurs très souvent à la deuxième question, c'est est-ce que ce contenu, cette page ou cette fonctionnalité a un intérêt réel? Ou en tout cas, est-ce que ça a un intérêt de le mettre autant en avant? Si je prends par exemple là le menu d'anti-imprimerie, est-ce que l'actualité de l'entreprise a vraiment un intérêt? Est-ce qu'il faut le mettre autant en avant qu'il ne l'est actuellement? Etc. etc. Donc en tout cas, ayez cette réflexion-là, parce que c'est hyper important de pouvoir avoir cette vision et surtout, ayez cet esprit critique. Si vous concevez un site pour vous ou pour un client, ou que quelqu'un conçoit un site pour vous, ne vous dites pas j'aime bien, ça parle de nous, etc. Mettez-vous toujours à la place de votre prospect, de comprendre quel est son besoin pour ensuite concevoir le site, les contenus et les fonctionnalités qui vont avec. Comme le dit d'ailleurs Alexis dans le chat, on peut faire justement la méthode des personas. Alors, persona, je vous montre très rapidement ce que c'est. Hop, les personas. Oula, j'écris ça n'importe comment, on va y arriver. Voilà, c'est une technique marketing qui vous permet en fait de créer des prospects types et de vous mettre à leur place. Alors là, vous avez une petite image, c'est un exemple type, dans lequel on imagine des prospects types ou des typologies de clients auxquels on peut s'adresser pour toujours garder en tête et toujours imaginer leurs problématiques et donc comment on peut répondre à ce besoin-là. Il faut savoir que les personas, c'est utilisé par les plus grands groupes internationaux. Microsoft, Yahoo, Google, etc., utilisent ça pour mieux concevoir leurs produits et leurs services. Donc, tout ça, c'est hyper important. Je passe sur le web marketing. C'est des choses toujours importantes. Donc, je pars du principe que vous aurez cette démarche à chaque fois. Et on va aborder un deuxième sujet, beaucoup plus terre à terre et alors pas forcément passionnant, mais indispensable, l'aspect légal. C'est-à-dire qu'avant même de se dire comment j'améliore les conversions, le référencement, l'accessibilité et tout ce qui va avec, quand vous concevez un site web ou quand on vous livre un site internet, d'abord, posez-vous juste une question très simple. Est-ce que je suis dans le respect de la loi?
En France, vous avez différentes lois à respecter, d'un point de vue légal. Et là, le but du jeu, c'est de vous dire est-ce que j'ai correctement mis tout en place. Sachant qu'en plus, la plupart des éléments légaux sont assez simples en fait, à mettre en place, ou en tout cas à vérifier. Et là encore, on va prendre un exemple. Je vais passer sur un autre site qu'on m'a donné, qui s'appelle Mon Héros, sur lequel vous avez pas mal de produits pour les anniversaires de vos enfants. Et là, en l'occurrence, je suis sur la partie blog du site. Et imaginons, c'est pareil, on me donne ce site-là comme ça de manière brute, et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai respecté tous les aspects légaux? Alors vous allez voir, ça va être très simple à mettre en place. On va voir les différentes lois. La première règle légale que vous devez mettre en place, c'est vos mentions légales. Tout site internet qui s'adresse à un public français doit avoir une page de mention légale, et ces pages de mention légale doivent être complètes. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, ce qu'on fait, moi, c'est que je descends en bas, souvent elle est planquée, tac, 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 tac. Je vais regarder si je trouve les mentions légales. Alors, en l'occurrence, je l'ai bien trouvé tout en bas à droite. Donc, ça, c'est une bonne chose. J'ai des mentions légales, donc ça, c'est bien. Et la deuxième étape, c'est est-ce que ces mentions légales sont complètes? Là, malheureusement, il faudrait juste les compléter pour respecter différents points de légalité supplémentaires. Alors, déjà, comme je vous dis, hein, dans nos audits, il y a déjà plein de sites sur lesquels il n'y a pas de mention légale. Donc, on part de loin. Là, en l'occurrence, je les ai. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'elles soient complètes. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire la même chose sur vos sites en même temps pour regarder. Mais les pages de mention légale, la première chose la plus importante, c'est d'abord de vous identifier, vous, à qui appartient ce site, qui le gère, et comment est-ce que je peux les contacter. Ça, pas de souci, c'est tout ce que j'ai au tout début. J'ai le nom de la société qui gère ce site internet-là, son siège social, son adresse, j'ai son numéro de siret, son numéro de TVA, son code APE, voilà, pas de souci. J'ai aussi les moyens assez rapides pour les contacter, donc j'ai déjà un email pardon, ici, j'ai l'adresse internet, alors je suis déjà dessus, c'est pas forcément utile, mais je vais avoir tous les éléments de base qui sont là, donc ça c'est une première chose qui est bien. Mais malheureusement, il manque des choses. Au-delà de l'identification de la société, il va me manquer l'identification de l'hébergeur. Normalement, je dois retrouver aussi le nom de l'hébergeur et les coordonnées de l'hébergeur sur cette mention légale. Et je vais avoir aussi, normalement, je devrais avoir toutes les mentions légales liées à tout ce qui est gestion des cookies et gestion de la RGPD. Je vais y revenir juste après. Mais tous ces éléments-là vont me manquer. Et de la même façon, il va me manquer aussi des informations légales, alors qui ne sont pas toutes obligatoires, mais qui en fait normalement vont venir compléter les éléments qui manquent. Je vais vous montrer une page de mention légale qui théoriquement est à peu près complète. Je peux me tromper. Hop, je vais aller sur le site de l'agence, mention légale, tac, dans lequel je vous remonte un petit peu nous comment on a fait. Vous avez ici les coordonnées. Vous voyez, de la même façon, donc le responsable de publication, les coordonnées, les différentes informations supplémentaires, sirène, numéro de TVA. Vous avez les informations de l'hébergeur. Et ensuite, vous pouvez avoir tout un tas de textes qui ne sont pas tous obligatoires, mais vous pouvez en avoir liés, donc là, par exemple, sur ce site-là, sur le droit d'auteur, sur les cookies, sur la gestion des commentaires, et ainsi de suite. Ça, c'est, honnêtement, le meilleur conseil que je vous donne, c'est que vous faites appel à un avocat. Rien de tel qu'un avocat pour vous faire des mentions légales qui soient complètes, cohérentes, adaptées à votre secteur d'activité, et ainsi de suite. Sachant que chaque secteur d'activité est différent. En fonction du type de site que vous n'aurez pas les mêmes choses à mettre. Si je reprends l'exemple de Mon Héros, c'est de la vente de produits, donc théoriquement, à un endroit du site, je dois pouvoir retrouver les conditions générales de vente. Alors, souvent, l'idéal, c'est de les mettre dans la page de mention légale. Des fois, on peut les retrouver au moment du passage de commande, c'est-à-dire qu'au moment que j'ajoute des produits au panier, je vais retrouver les conditions générales de vente. Mais n'empêche que ça, c'est hyper important. Donc tout ça, déjà, c'est un point légal qui est hyper important à mettre en place. Mon deuxième point légal, c'est tout le respect de la RGPD. Alors, petite remarque par rapport à la RGPD, elle change. La CNIL, donc alors, juste pour rappel, la RGPD, c'est un règlement européen. Donc, tous les pays européens y sont soumis. Et donc, en France comme dans les autres pays, vous devez appliquer toutes les règles de la RGPD. La RGPD, son objectif, c'est de dire que
toute donnée personnelle d'un internaute ne doit pas être utilisée sans son consentement. L'internaute, si j'utilise des données qui lui appartiennent, je dois impérativement avoir son accord. Il y a les données personnelles, on va dire, classiques, votre nom, votre prénom, votre email, votre adresse, votre numéro de téléphone, voilà. Mais vous avez aussi les données personnelles indirectes. L'exemple type, c'est l'adresse IP. Une adresse IP, de base, c'est une donnée personnelle indirecte, c'est-à-dire qu'elle peut permettre de vous retrouver. Et donc, tous ces éléments-là sont importants. Posez-vous juste une question, vous naviguez sur votre site et vous allez regarder exactement est-ce que je collecte à un endroit ou à un autre des informations personnelles. Mon héros, là, c'est sûr, c'est un site e-commerce. Donc, tôt ou tard, la personne qui achète, vous allez récupérer ses données personnelles pour le livret, son nom, son prénom, etc. Donc là, il n'y a pas le choix, en tout cas, pour réussir à faire fonctionner le site, vous êtes obligé de collecter la donnée personnelle. C'est juste qu'au moment où vous allez valider l'envoi de ces données personnelles, vous devez avoir une case à cocher dans laquelle l'internaute va dire oui, j'accepte que le traitement des données personnelles pour pouvoir traiter ma commande. Ça, c'est indispensable. Donc en gros, tout ce qui est formulaire, les formulaires de contact, les formulaires de newsletter, les formulaires pour vous créer un compte, pour passer une commande ou tous les autres éléments comme ça, doivent avoir une case à cocher. La case, bien entendu, ne doit pas être précochée. C'est l'internaute qui doit avoir ce qu'on appelle un consentement non équivoque, c'est-à-dire que c'est lui qui manuellement doit donner son accord. Ça, c'est hyper, hyper important. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a toute la partie cookie et qui est un peu plus tatillon. C'est qu'en fait, beaucoup de sites vont utiliser des outils de tracking. Alors, ça peut être Google Analytics, ça peut être Matomo, ça peut être des pixels de tracking pour LinkedIn, pour Facebook, pour plein d'autres choses. Dès lors que ce code de tracking, il faut vous renseigner outil par outil, mais dès lors que cet outil de tracking envoie une adresse IP, vous devez impérativement obtenir le consentement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'arrive sur un site et qu'on me traque sans que j'ai donné mon accord, théoriquement, vous ne respectez pas la RGPD. Ici, le mieux, c'est que je vais vous montrer. Je vais aller sur mon héros, je vais aller sur un autre navigateur. Hop. Je vais ici et je vais me dire, est-ce que ce site fait du tracking? Il y a deux petites extensions que j'aime beaucoup sur Chrome comme sur Firefox. Vous avez une petite extension qui s'appelle le Facebook Pixel Helper. Donc ça vous permet de traquer tout code de tracking lié à Facebook. Et celui que j'aime beaucoup, c'est le Google Tag Assistant Legacy. Google Tag Assistant Legacy, quand vous l'avez comme extension, vous allez sur une page, vous cliquez sur Enable pour l'activer, vous rechargez votre page, et il va tout de suite vous dire s'il a vu des codes de tracking liés à Google. Là, en l'occurrence, ici, j'ai un code de tracking de Google Analytics. Là, en arrivant sur ce site, je n'ai pas eu de pop-up qui me disait acceptez-vous de l'utilisation de données à des fins de tracking, etc., de statistiques. Donc, ce qui fait que là, théoriquement, je ne devrais pas activer ce tracking sans l'accord de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel voilà, la CNIL a légiféré déjà depuis début 2020 sur les dernières règles figées. Et donc, en tout cas, sur Analytics, vous devez avoir un consentement. Petite remarque, si vous utilisez Matomo, l'avantage de Matomo, c'est qu'il ne stocke pas l'adresse IP. Donc, Matomo, vous pouvez mettre un tracking Matomo sans demander l'accord, puisqu'il n'y a aucune donnée personnelle qui est envoyée. Donc, Google Tag Assistant Legacy et l'autre, c'est Facebook Pixel Helper. Les deux petites extensions qui sont utiles. Donc ça, c'est des points de légalité qui sont à regarder. Si je reprends ici ma demande de devis, je reprends l'exemple, je reprends sur l'autre site. Si je reprends la fin de mon formulaire, donc du devis impression, j'ai tout le choix de mes options, etc. Et là où je vais cliquer sur envoyer, je n'ai pas eu de case à cocher qui disait j'accepte l'envoi de mes données personnelles à Anti-Imprimerie pour qu'il puisse traiter ma commande. Normalement, je devrais impérativement avoir une option, une case à cocher pour me dire oui, j'accepte ça. Alors, je vous rassure sur la partie RGPD, je pense que 98% ou 99% des sites internet français sont hors la loi. Clairement, parce que c'est assez récent, c'est pas hyper explicite sur la meilleure façon de le gérer. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire appel à un développeur
qui, en fonction de vos besoins de tracking, va pouvoir vous faire ça aux petits oignons. Parce que là, je parle juste de Facebook et de Google, mais nous, on a des clients qui peuvent avoir une dizaine de systèmes de tracking différents sur un même site. Et sur le coup, voilà, c'est un peu plus compliqué à mettre en place de manière correcte. Donc, voilà, ça c'est des choses importantes. Je ne rentre pas plus dans le détail sur la légalité parce que c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais déjà, je vous donne des premières bases à mettre en place. Dernière petite chose aussi qui est toute bête, hein. Si vous voulez respecter la loi ou en tout cas faire en sorte que vous n'ayez pas de soucis, mettez clairement en avant qui vous êtes et surtout les moyens de vous contacter. On a parlé des mentions légales, mais pour moi, l'indispensable, c'est en haut de votre site, dans le bandeau du header, avoir très rapidement un moyen de contact, que ce soit un formulaire, un numéro de téléphone, une adresse postale, un email codé en dur. Voilà. Et donnez toujours à vos prospects la possibilité de rapidement vous contacter. Donc là, sur Anti-Imprimerie, j'ai bien un formulaire de contact plus toutes les coordonnées qui vont bien à droite. Ça, c'est très bien, mais ça, c'est juste un basique. Il faut très vite que je puisse être contacté parce que ça va rassurer l'internaute et qu'au moins, si jamais il y a des problématiques légales, quelque nature que ce soit, vous n'aurez pas trop de soucis. Voilà pour la partie légale. On pourra en reparler après en fonction de vos questions si on a encore un peu de temps, mais j'aimerais aborder les autres sujets d'un site internet. On va attaquer une autre partie complètement différente. On va parler de temps de chargement, de vitesse. On en parle de plus en plus. Google en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment. Je vais vous parler tout à l'heure des Core Web Vitals. Mais avant de rentrer dans le détail, juste pourquoi est-ce que c'est important le temps de chargement? Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux moteurs de recherche, avoir des bonnes notes, etc. Le temps de chargement a un vrai impact business et ça a un vrai impact sur l'expérience utilisateur. Juste pour vous donner un chiffre d'une étude alors, qui remonte à quelques années, mais Amazon s'est amusé à calculer l'impact d'une augmentation de temps de chargement sur leur chiffre d'affaires. Et ils avaient calculé à l'époque que 100 millisecondes de plus à charger par page, donc 0,1 seconde, donc c'est rien, ils perdaient environ 1% de leur chiffre d'affaires. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir chez Amazon au vu de la masse de commandes et de produits qu'ils ont. Mais en fait, ça s'applique à n'importe quel site. Que vous vendiez des produits, que vous soyez juste une vitrine avec un formulaire de contact, peu importe, ou un outil en ligne dans lequel les gens vont s'inscrire, si le temps de chargement est mauvais ou est ressenti comme long, forcément, vous allez perdre en fait des prises de contact, vous allez perdre des ventes, vous allez perdre du chiffre d'affaires, vous allez détériorer votre image de marque, et ainsi de suite. Donc, en gros, le temps de chargement, c'est important. Et la première chose à faire en temps de chargement, c'est, pour l'instant, vous ne vous occupez pas d'outils, c'est que vous prenez votre site, vous videz votre cache, vous le chargez, et déjà juste en tant qu'internaute, posez-vous la question de est-ce que j'ai trouvé ça rapide ou est-ce que j'ai trouvé ça lent? Je vais prendre un autre site qu'on m'a donné, qui s'appelle Espace Auto, sur lequel je vais recharger. Donc là, je viens de recharger ma page en vidant le cache au passage. C'était assez rapide. En fait, j'ai de la chance. Là où je suis à l'agence, on a la fibre, donc forcément, ça va assez vite. Mais dites-vous bien que l'internaute, quand il va se connecter à votre site, il peut être soit avec une très bonne connexion Internet en 4G ou avec la fibre chez lui, ou alors il peut être au fin fond de la campagne avec un pauvre téléphone et être en connexion Edge. Donc en gros, une connexion toute pourrie. Et le temps de chargement va énormément varier en fonction de ça. D'abord, il y a ce ressenti-là. Une fois qu'il y a l'impression qu'on peut avoir à titre personnel, le mieux est d'utiliser des outils externes. Il en existe plein. Moi, je vais vous donner mon petit favori qui s'appelle GTmetrix. GTmetrix, juste pour information, c'est un outil qui est gratuit. Je vous conseille de créer un compte parce qu'en plus, quand vous avez un compte GTmetrix, vous pouvez choisir le pays depuis lequel le test est fait. Et donc là, vous voyez, en un petit clic, je vais tester ce site internet depuis Londres, je ne sais pas si vous voyez bien sur mon écran, avec le navigateur Chrome. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait comme un internaute. D'abord, il va aller charger la page, il va l'analyser avec différents outils, il va vous donner plein d'informations. Le piège, vous allez voir très vite, c'est que quand il va avoir fini l'analyse, il va vous donner plein de chiffres, plein de notes, plein d'infos, et ce qui fait qu'en fait, voilà, quand vous n'êtes pas, on va dire,
quand vous n'êtes pas formé à ça, on va dire que très vite, vous pouvez être perdu dans tout ce qui est dit. Voici à quoi ça ressemble sur GTmetrix. Alors, dites-vous que c'est à peu près les mêmes choses sur les autres types d'outils, mais c'est le même principe. GTmetrix me donne une note qui est à E sur F, un pourcentage de performance, un pourcentage de structure, et puis après, vous voyez, il me donne plein de chiffres. Alors, d'abord, moi, ce que je regarde toujours, c'est un chiffre qui, justement, n'est pas là dès le début, c'est quel est le temps de chargement total. C'est-à-dire combien de temps a mis la page pour charger, sur une connexion Internet classique, pour charger l'intégralité des fichiers JavaScript, CSS, images, vidéos, peu importe, combien de temps ça a mis en tout. Sur GTmetrix, quand vous faites un test, il faut juste descendre un tout petit peu, et là, il vous donne ce qu'on appelle le Fully Loaded Time, et ça vous donne déjà un temps total de chargement de l'intégralité de tous les fichiers de la page. Même si l'utilisateur peut l'utiliser avant, ça, c'est votre première indication en termes de temps. J'insiste dessus parce qu'en fait, vous allez avoir des notes. Ici, j'ai une note de E. Je vais vous faire le même test sur l'outil PageSpeed de Google, qui va me donner aussi des notes. Et en fait, la note, théoriquement, j'insiste bien dessus, plus la note est meilleure est la note, théoriquement, plus ça veut dire que mon temps de chargement est bon. Et pourtant, nous, par expérience, des fois, on a des sites qui avaient des notes un peu moins bonnes et qui avaient pourtant un meilleur ressenti utilisateur. Donc la note ne veut pas tout dire. Ça vous donne un ordre d'idée du reste du travail qu'il vous reste à faire ou pas. Là, par exemple, je suis à une note de 11 sur 100 sur mobile, et sur ordinateur, je suis à 58 sur 100. Donc retenez les deux outils, PageSpeed de Google et le GTmetrix. Maintenant, je vais rentrer dans le détail. Je ne vais pas regarder la note, je vais regarder les différentes étapes clés. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre page web se charge, elle va passer par différentes étapes. Il y en a plusieurs qui vont avoir une vraie importance d'un point de vue utilisateur et d'autres qui vont avoir une importance d'un point de vue référencement naturel. On va commencer par les nouveaux critères définis par Google. Donc, ça fait quelques mois que Google a beaucoup communiqué dessus, sur ce qu'on appelle les Core Web Vitals. En gros, c'est une série de chiffres que Google contrôle pour dire est-ce que votre site est rapide ou est-ce que votre site est long. Dedans, on va retrouver le Largest Contentful Paint, le Total Blocking Time et le Cumulative Layout Shift. J'explique rapidement ce que c'est. Le Largest Contentful Paint, c'est le temps que votre site a mis, que votre page a mis pour charger le contenu principal. Si je reprends ça, ça va être cette partie-là principale de ma page. Combien de temps ça a mis à charger? Ça a mis 4 secondes, 4,3 secondes en tout. Donc forcément, votre objectif, c'est de réduire au maximum ce chiffre. De la même façon, vous avez le Total Blocking Time. Ça, c'est le temps pendant lequel l'utilisateur ne pouvait encore rien faire. C'est-à-dire que quand vous chargez une page web, il y a des scripts qui vont charger, etc. Et en fait, là, pendant 2 secondes, les scripts, le chargement des scripts et leur exécution bloquaient l'utilisation de la page web. Donc, il y a 2 secondes dans lesquelles l'utilisateur est devant sa page, il doit attendre avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et enfin, vous avez le dernier, celui qui est souvent le plus enquiquinant, le Cumulative Layout Shift. C'est le fait pour votre page web en fait, de bouger pendant le chargement. C'est-à-dire que votre page charge, vous avez une image qui charge, et puis quand l'image d'après est chargée, tout d'un coup, ça se décale. Ça, c'est ce qu'on appelle le Cumulative Layout Shift. C'est le fait que votre page web se bouge pendant le chargement. Vous, votre objectif, quand vous faites un audit, c'est d'abord de voir le ressenti, ensuite d'utiliser des outils pour déjà voir où est-ce que vous en êtes en termes de critères SEO, mais surtout ce qui est important, c'est de corriger. D'abord, avant de rentrer là-dedans, dans tout ce détail-là, moi, je repars de l'inverse, je repars juste sur ma page, sans les outils, et je vais juste me poser la question, quels sont les éléments qui n'ont aucun intérêt pour l'internaute sur cette page web? Et en gros, si ça n'a pas d'intérêt, je peux l'enlever et ça va améliorer mon temps de chargement. C'est-à-dire qu'ici, quand j'arrive sur l'espace photo, je vais avoir, donc là c'est l'accroche commerciale qui est en haut, je vais avoir mon formulaire pour trouver les offres du moment, donc ça j'ai pas de souci. Et puis je vais descendre et puis je vais regarder un peu tout ce qu'il y a. Et vous voyez un petit peu plus bas, ça malheureusement c'est un classique, j'ai ça là, cette petite carte qui m'indique où est-ce qu'il se trouve. Alors, avoir une carte, c'est très bien, ça permet aux gens de savoir où est-ce que est, là en l'occurrence, ce revendeur de voitures. Et en fait, mon problème, c'est que là, vous voyez, ça, c'est une carte Google Maps dynamique. Donc, je peux zoomer, je peux me déplacer dedans, etc. Je mets ma main à couper
qu'à peine 1% des internautes qui arrivent sur ce site utilisent cette carte. Pourtant, cette carte, elle est catastrophique sur mon temps de chargement. Je vais revenir sur les métriques, et il y a un outil moi, que je vous conseille d'utiliser très souvent, c'est ce qu'on appelle le waterfall. Le waterfall, c'est le détail de tout ce qu'il s'est passé sur votre page web pour son chargement. En d'autres termes, ici, là, toutes les lignes que vous voyez, c'est tous les fichiers qui ont été téléchargés par l'utilisateur pour pouvoir afficher la page. Donc là, vous voyez, j'ai plein de fichiers CSS, je vais avoir plus bas plein de fichiers JavaScript, j'ai des images, etc. Et donc, si vous regardez bien, là, il vous montre en plus le temps que ça a mis. Là, vous voyez, je suis sur des millisecondes, donc le tout début du site web charge très bien. Donc là, pour l'instant, on dit, c'est cool, c'est parfait. Puis dès que vous allez descendre, vous allez voir des choses qui arrivent comme ça, mais 5 ans après, on va dire. Parce qu'en fait, c'est des choses, des scripts qui doivent s'exécuter, puis faire des requêtes, et puis renvoyer les données, ainsi de suite. Et on retrouve en bas de page, vous voyez, des lignes qui concernent la carte Google Maps. C'est-à-dire que ici, je vais avoir toute une série de fichiers qui sont chargés tardivement par la page web et qui donc ralentissent toute ma page web pour une fonctionnalité qui n'est quasiment pas utilisée. Vous voyez ici, si je prends cette carte et que je la remplace par une image, je pense qu'à l'aise, on économise entre 1 seconde et 2 secondes de temps de chargement total. Très facilement. Et vous allez vous poser cette question-là, surtout, en fait, c'est-à-dire que vous allez re-regarder là tout ce qui se passe sur votre site, et vous allez prendre chaque ligne, et vous allez vous dire, mais tiens, mais pourquoi elle met autant de temps? Pourquoi elle arrive aussi tard? Est-ce qu'il y a réel intérêt à faire des appels à ces informations-là? Vous voyez ici, là, tout ça là, c'est que des lignes d'appel pour comment ça s'appelle, du Google Maps. Si je remonte, j'ai aussi des appels à YouTube. Et donc plusieurs appels qui sont faits à YouTube. De la même façon, vous voyez ici, j'ai une ligne là qui prend à elle toute seule plus de 2 secondes. Et en fait, le but du jeu, voilà, quand on est développeur, c'est de reprendre ligne par ligne, juste de se poser la question, c'est quoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est un intérêt? Et si ça n'a pas d'intérêt ou si je peux l'optimiser, je vais essayer de le dégager. Là, par exemple, dans les optimisations toutes bêtes, vous supprimez Google Maps, vous enlevez cette requête Ajax qui est là. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une requête Ajax faite par WooCommerce. Je remonte plus haut, je vois plein de CSS, plein de fichiers JavaScript. Je vais essayer de les fusionner en un seul fichier JavaScript et un seul fichier CSS. Et rien que ça, déjà, je vois un gain là. Bon, bien entendu, là, ça part du principe qu'on s'y connaisse un peu. Donc, si jamais vous ne l'avez jamais fait, bon, c'est un peu brut de décoffrage. En fait, l'avantage de GMetrix, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est que soit vous vous y connaissez en développement web et vous reprenez chaque problématique, chaque élément du waterfall et dans les autres menus qu'on va voir, soit vous ne vous y connaissez pas, ce qui arrive à tout le monde et c'est normal, et en fait, cette page-là, vous pouvez la partager. Et en fait, ici, ensuite, vous allez aller dans ce qu'ils ont remis à l'onglet structure, et en fait, tout simplement, GTmetrix vous dit, par ordre de priorité, tout ce que vous devez corriger. Il vous dit, voici le premier problème, vous cliquez dessus, il vous explique pourquoi ça pose problématique, il vous explique les éléments concernés. Deuxième chose aussi, il vous explique là tout ce qui pose problème. Et puis le point d'après, tout ce qui pose problème. Et puis le point d'après, etc., etc. Donc si je suis développeur, en gros, je prends les problèmes dans l'ordre et je corrige. Et quand je ne suis pas développeur, je vais pouvoir au moins un peu mieux comprendre comment se situe la performance de mon site. Et je vais pouvoir essayer de le transmettre à des collaborateurs ou à des prestataires externes pour qu'ils puissent essayer de corriger. Mais rappelez-vous d'abord, ce qui est important, c'est le ressenti, d'une part, et ensuite de faire la chasse, tout simplement, en tant qu'utilisateur, de tout ce qui ne sert à rien. Tout ce qui prend du temps de chargement, qui n'est pas forcément utile, et ainsi de suite. Là, si vous reprenez ça, regardez bien, prenez le temps de vous dire, voilà, j'ai ça, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est un intérêt, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une des choses importantes. Et effectivement, le mieux, c'est la notion de temps de chargement, c'est dès la conception. On peut toujours réintervenir après, mais c'est plus ou moins compliqué à correctement mettre en place. On pose rapidement, je réponds à la question tout qu'on y est. On pose la question d'HTTP2 et de la concaténation des fichiers. Alors, je vous ai donné l'exemple de comment ça s'appelle, fusionner les fichiers JS ensemble et CSS ensemble. Effectivement, si vous êtes en HTTP2, donc c'est un protocole de connexion qui permet de télécharger beaucoup plus de fichiers en simultané via un navigateur, c'est un peu moins utile, mais n'empêche que ça reste une bonne pratique. Voilà, je le conseille toujours. Et donc tout ça, ce temps de chargement, c'est important.
Par contre, une chose, j'insiste, on va le voir d'ailleurs ici aussi tout à l'heure et sur d'autres problématiques, sur ces outils d'analyse, dites-vous bien que ça analyse une URL précise à un instant T. Là, ici, vous voyez, je suis avec ces chiffres-là. Si je lui demande de retester l'URL, je vais avoir des chiffres différents. Parce qu'il n'y aura peut-être pas le même nombre de personnes à ce moment-là. Peut-être parce que le cache aurait été vidé ou aura été régénéré entre-temps, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Deux dernières choses que je vais vous montrer sur l'audit de base. Si j'audite un site WordPress, une des choses qui est très importante en temps de chargement et qui est assez facile à regarder, c'est la mise en cache. Alors, il y a deux types de mise en cache. Il y a la mise en cache des fichiers dans le navigateur de l'internaute. Donc ça, c'est fait nativement par les navigateurs. On peut l'améliorer avec plein de règles HTXS. Bon, je ne rentre pas dans le détail pour l'instant. Mais ce qui est important, c'est la mise en cache de votre WordPress. Je m'explique. Si j'arrive sur la page d'accueil d'Espace Auto, c'est le CMS WordPress qui est derrière. Et ce que va faire WordPress, c'est du PHP. Il va recalculer toute la page. C'est-à-dire que quand je vais taper la page d'accueil ou un contenu, une fiche produit, peu importe, il va en fait démarrer WordPress, un peu comme dans une voiture, vous rentrez dedans, vous démarrez le moteur. Et une fois que le moteur est démarré, là, vous pouvez l'utiliser. Là, c'est pareil avec WordPress. WordPress s'initialise. Il va ensuite regarder ce que vous avez demandé. Est-ce que vous avez demandé l'accueil, un produit, un article, etc. Puis, il va aller faire des requêtes en base de données pour récupérer toutes les informations nécessaires, le contenu, les images, etc. Et ensuite, il va générer la page. Ça, si vous ne faites rien et vous installez WordPress nativement, ça va prendre déjà entre une demi-seconde, une seconde, voire plus si vous avez beaucoup d'extensions ou un thème, ou que le thème ou les extensions sont mal codées, mal optimisées. Donc, la mise en cache, c'est important. Vous pouvez utiliser plein d'extensions pour ça. Nous, on conseille à l'agence WP Rocket, qui fait le job très bien. Mais vous avez d'autres extensions qui existent, peu importe. Le plus important étant au moins d'avoir une extension qui fait de la mise en cache. Là, je sais que c'est le cas. Parce que si je regarde le test, et que je reviens dans mon waterfall de tout à l'heure, vous voyez ici, la première ligne waterfall, c'est le temps qu'a mis le site à générer la page. Donc là, je suis à 78 millisecondes, donc c'est quasi instantané. Donc là, je suis quasiment sûr qu'il y a déjà la page était en cache. Elle avait déjà été calculée à l'avance. Donc moi, internaute, quand je suis allé dessus, j'ai récupéré la page directement sans devoir la recalculer. Si jamais, quand vous faites un test d'un site, vous n'êtes pas ici à des chiffres bas, mais vous êtes à une demi-seconde, une seconde, voire plus, c'est que déjà vous avez un problème, vous n'avez pas mis le cache en place. Donc ça, c'est hyper, hyper important. On parle, une petite question de Katie dans le chat. Est-ce qu'il y a des spécificités ou pas avec WordPress? En fait, en l'occurrence, non. CMS, en fait, c'est l'outil qui est, votre CMS, c'est l'outil qui est derrière. C'est ce qui vous permet de gérer vos contenus, vos fonctionnalités. Mais le temps de chargement, c'est que du front office. C'est combien de temps a mis mon site à répondre quand j'ai tapé l'URL pour charger l'intégralité des ressources, des images et ainsi de suite. Donc, que ce soit WordPress ou un PrestaShop, un Joomla ou un développement sur mesure, c'est les mêmes règles. Vous devez faire attention pour que le temps de chargement soit le mieux calculé, le plus optimisé possible. Et faites toujours attention aux notes. Gardez bien en tête de plutôt vous concentrer sur le ressenti réel d'une part, et ensuite sur les vrais chiffres de combien de temps a mis ma page en totalité à se charger, combien de temps a mis mon contenu principal à se charger, est-ce que ma page, je pouvais l'utiliser très vite ou est-ce qu'elle était bloquée le temps que les scripts se chargent, et est-ce que ma page, on va dire, a beaucoup bougé. Donc, c'est vraiment qu'une notion de front office. Et par contre, dans WordPress, ça part du principe d'avoir une extension cache, d'avoir un bon hébergeur, d'avoir un thème bien conçu, donc pas plein de fichiers, plein de choses comme ça, de n'ajouter que les fonctionnalités qui sont utiles. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de la carte de Google Maps, mais le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est les vidéos qui se lancent en plein écran. Si je reprends ici, hop, je vais venir sur anti-imprimerie. Hop, je vais revenir sur l'accueil. De mémoire, oui. Non, c'était pas ce site-là. C'est un que je ne vous ai pas encore montré. Il y a des sites qui lancent une vidéo en fait, directement on va dire, en chargement de la page. Bon, ça, c'est pareil. En termes d'impact, aussi. Voilà, je vous ai dit une bêtise. Vous voyez cette vidéo là dans le Siler.
bah, son impact il est monstrueux, ça, sur le temps de chargement, parce que ça nécessite de télécharger un fichier qui va être relativement lourd, plus le lecteur pour l'activer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui vont être assez importantes. Et dernière chose ici sur ce point-là, le ressenti, hein, je vous le dis bien, vous ne fiez pas trop à la note, vraiment plus au ressenti. D'ailleurs, vous voyez, j'ai refait le test de la même page web, j'étais à E, je suis passé à F. Parce que pour différentes raisons, le chargement a rechangé, n'était pas exactement identique. Voilà pour le temps de chargement, je vais vite passer au reste parce qu'on a encore 20 000 autres choses à voir dans les choses importantes. Donc, temps de chargement, c'est un point important à auditer. Le point d'après, alors là pour le coup, on rentre un peu plus dans mon domaine d'expertise, référencement naturel. Le référencement naturel, en fait, en réalité, c'est entre guillemets assez simple. Un moteur de recherche, Google ou les autres, ce qu'il recherche, c'est de répondre à un besoin. Je vais prendre un exemple, je vais dans Google, je vais taper acheter du chocolat. Quand je vais taper ça, Google va se dire en fait, je dois fournir des contenus pertinents par rapport à cette expression-là. Donc, par rapport à ça, vous devez tout simplement répondre aux besoins. Donc, le B à bas du référencement naturel, c'est de vous dire sur mon site internet, est-ce que pour chaque expression que va taper l'internaute, est-ce que je suis capable de répondre à son besoin? Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un autre site, je vais prendre un site qui s'appelle Hopcast, qui forme et donne des certifications en accessibilité, ce que je vous conseille d'ailleurs très fortement. Mais imaginons que j'audite la partie SEO du site Hopcast. Est-ce que, en termes SEO, ce site est correctement optimisé? Alors, petite remarque, hein, je pourrais auditer n'importe quel site, je trouverai toujours des choses à améliorer, ça, c'est pas la question. En fait, votre objectif à vous, c'est de vous dire, pour chaque expression que je tape, est-ce que moi, je fournis le contenu correspondant? Si par exemple, je donne des formations en accessibilité, est-ce que j'ai une page dédiée qui va parler de mes formations et qui va expliquer le pourquoi du comment sur les formations qu'on peut donner? Votre objectif, c'est ça, c'est la réponse aux besoins. Et il y a une chose qui est très très importante, Google et les autres moteurs de recherche ne vont réfléchir qu'en termes d'URL. Vous avez une URL égale un besoin, égale une expression et ses variantes. Si je tape acheter du chocolat, ma page, je vais avoir une page dédiée à l'achat de chocolat. Si je reprends Podcast, je vais taper certification accessibilité, juste accessibilité. Hop là, sans l'étoile, ça va mieux marcher. Et je vais regarder qu'est-ce que Google ressort. D'ailleurs, c'est très intéressant de faire ça. C'est de vous dire aujourd'hui, quand vous tapez une expression, qu'est-ce que Google fait ressortir. Essayez de comprendre en fait ce que fait Google. D'ailleurs, petite chose, ça c'est un b.a.-ba. Si je veux me positionner sur une expression précise, je la tape dans le moteur de recherche et je vais dire qu'est-ce que Google fait ressortir. La réponse aux besoins dont je parlais tout à l'heure dans la partie web marketing, c'est la clé. Parce qu'en fait, en fonction de la requête que vous allez taper, Google ne va pas du tout mettre en avant les mêmes types de résultats. Il peut mettre des résultats naturels, des fois des résultats payants. Il peut mettre des résultats d'actualité, il peut mettre des résultats Google Shopping, il peut mettre des résultats, ce qu'on appelle les PA, les People Also Ask, donc les autres questions que les gens se posent par rapport à cette expression-là. On peut avoir des résultats images, on peut avoir des résultats vidéo, etc. etc. D'abord, vous dites, moi, est-ce que aujourd'hui, j'ai chacun de mes contenus, chacune de mes URL répond à un besoin. Donc, si par exemple, ici, j'arrive sur ma page d'accueil, je vais me dire moi en tant que référenceur sur quelle expression je vais me positionner. Donc, très souvent, la page d'accueil va naturellement se positionner sur la marque, podcast, mais est-ce que je veux me former, je veux être présent dans Google sur formation accessibilité ou certification accessibilité? Normalement, alors là je ne le ferai pas parce que clairement on n'a pas le temps, normalement vous faites un audit de mots-clés. Vous avez plein d'outils payants et gratuits qui vous permettent de dire quelles sont toutes les expressions tapées par les internautes, combien de fois elles sont tapées par ces derniers, et de vous dire, moi, est-ce que pour chacune de ces expressions, est-ce que mon site est présent ou non dans Google? Est-ce que j'ai ou non un contenu correspondant? Ça déjà, honnêtement, si vous faites ce travail-là, vous ferez un meilleur référencement naturel que 90% des sites internet au monde. Parce qu'en fait, trop de sites
se contentent de dire, voilà, je fais mes pages parce que une page par prestation, une page par produit, par service, voilà, par élément, sans avoir cette réflexion en amont. D'ailleurs, si vous concevez un site web, quel qu'il soit, vous devez vous-même ou faire par le prestataire un audit SEO avant. C'est-à-dire qu'avant même d'attaquer la partie visuelle, avant même d'attaquer l'UX, donc le zoning, tout ce qui va avec, etc., en fait, vous devez démarrer par l'audit de mots-clés, puisque l'audit de mots-clés va vous obliger à mettre en place différentes fonctionnalités, différents contenus, une arborescence qui va être plus ou moins détaillée, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est hyper important à garder en tête. Et donc la clé, hein, vous prenez chacun de vos contenus et vous dites à quoi ça sert, est-ce que je me positionne sur une expression. Je vais revenir juste, avant de revenir sur Podcast, je vais revenir ici. Vous voyez anti-imprimerie, je vais me poser la question de est-ce que chacune de mes pages se positionne sur une expression clé. Si je prends ici, par exemple, notre métier, sans rentrer dans la page, il m'est impossible de savoir de quoi ça va parler, de savoir réellement qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Est-ce que je vais détailler tous les produits et les services? Est-ce que je vais parler du métier d'imprimeur? Est-ce que c'est l'équivalent de la page à propos de la société anti-imprimerie? Impossible à savoir. Et dites-vous bien que le moteur de recherche, c'est pareil. Il va suivre un lien où c'est marqué notre métier. Impossible pour lui, avant d'entrer dans le détail, de savoir ce que c'est. Et pour l'internaute, c'est pareil. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, vous allez devoir vous forcer à vous dire, bah non, il faut absolument que chacune de mes pages ait un réel intérêt en référence naturelle et réponde à un besoin. Je peux vous donner un autre exemple. Un constructeur, Renovati West, un site sur lequel on a travaillé et sur lequel on a fait la refonte à l'agence. Mais voyez ici la démarche en tant que référencement naturel. Dans le menu, en fait, on prend leur cœur de métier. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apportent à leurs clients? Ils font 3 choses. Ils font de la rénovation, la surélévation et l'extension. Et ça, c'est leurs 3 cœurs de métier. On les place dans le menu principal. Et ça, c'est même de l'ergonomie, en fait. Permettre à l'internaute de comprendre très vite ce qu'elles font et de très vite accéder aux produits, aux services, au contenu qui va les intéresser. Si je reprends l'imprimeur, leur savoir-faire, en fait, tout ce qu'ils vont être capables de faire, il faut fouiller pour l'avoir à l'intérieur. Il faut dérouler nos savoir-faire pour enfin comprendre ce qu'ils peuvent faire ou non en termes d'impression. Et donc, c'est compliqué en fait à se mettre dedans, à rentrer à l'intérieur. Donc dites-vous bien que tous les menus génériques, en fait, il faut essayer de les éliminer parce qu'il faut qu'ils soient le plus pertinents. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand vous allez traiter un sujet, n'hésitez pas à le traiter de manière exhaustive, soit au sein d'une même page, soit en créant des sous-pages en fonction des sous-thématiques, mais l'idée, c'est d'être le plus exhaustif possible. Puisque si vous êtes exhaustif, vous répondez aux besoins, vous gagnez d'un point de vue utilisateur, et d'autre part, d'un point de vue moteur de recherche, vous répondez aux besoins, donc le moteur de recherche va vous positionner. Je peux vous donner un exemple, alors qu'on est toujours positionné. Un article fait par mes collègues Raphaël sur le terme optimisation SEO, donc bon, là c'est les annonces, on va descendre. Le premier résultat naturel, c'est son article. Et pourquoi son article se positionne? Alors, il y a une partie popularité, netlinking, bien entendu, mais tout simplement parce que Raphaël, quand il a écrit cet article-là, il a pris le terme, l'expression ciblée, optimisation SEO, il s'est dit, ben voilà, qu'est-ce que l'optimisation SEO? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les outils? Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les erreurs à éviter? Et ce qui fait qu'il a écrit un article qui va être détaillé pour justement pouvoir en parler. Et donc là, vous avez un petit roman fait par mon collègue, justement, où ça explique tous les grands aspects de l'optimisation SEO d'un site internet. Et donc ça, c'est votre démarche à avoir. Si je reviens sur Upcast, ça va être la même chose. On parlait des certifications. Vous voyez ici, j'ai un menu certification. Quand je vais aller dessus, je vais aller sur la page principale certification Upcast et je vais me poser la question, moi, en tant qu'internaute, quelles sont les informations dont j'ai besoin? Alors, je donne des exemples. Je vais peut-être avoir besoin de savoir cette certification, est-ce qu'elle est payante, est-ce qu'elle est gratuite, combien de temps elle prend, est-ce qu'il faut suivre la formation avant, est-ce qu'elle est reconnue dans le secteur professionnel, etc. etc. Bon, en l'occurrence,
pour ces certifications, moi je vous les conseille. Mais d'un point de vue SEO, moi quand je vais écrire le contenu qui parle de ma certification, il faut que je sois le plus complet possible. Et donc, on en revient toujours au même sujet, la réponse au besoin. Qu'est-ce que l'internaute qui tape l'expression certification Opcast ou certification accessibilité, qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Ça, c'est sur la partie contenu. Ensuite, vous avez la partie technique. Alors, la partie technique, il faut un peu plus s'y connaître. Mais un site qui se positionne bien, c'est un site dans lequel on va essayer de réduire les problématiques techniques. Parce qu'un moteur de recherche, ça reste un robot, ça reste un programme informatique. Donc, s'il y a des erreurs dans le code, s'il y a des pages d'erreurs, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour lui, eh ben, ça va pénaliser l'ensemble du site ou certains contenus de manière un peu plus précise. Donc, nous, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on va utiliser des outils qui vont nous permettre de prendre du recul. Alors, je peux en citer deux. Vous allez d'abord avoir la Search Console de Google. Alors, je peux vous montrer rapidement une Search Console à quoi ça ressemble. Hop, c'est gratuit. Quand vous allez entrer sur un site, alors je vais vous prendre un petit site de jeux vidéo, vous allez voir, c'est magnifique. Hop, ça va vous donner plein d'informations techniques. Donc là, ça me donne sur un site d'un jeu vidéo qui s'appelle Elder Scrolls 5 Skyrim, pour ceux qui connaissent. Ça me donne différentes informations sur mes visiteurs, mais surtout, je vais avoir plein de menus qui vont me donner des informations sur les problématiques techniques. Si je prends l'exemple de ce site-là, il y a un menu, par exemple, sans rentrer dans le détail, qui me donne le détail de mes URL. Je n'ai pas d'URL en erreur. J'ai 135 URL valides. Et j'ai 127 URL, par contre, qui ont été exclus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, si je vais dans les exclus, je vais me dire, bah, qu'est-ce que c'est? Et il me dit, par exemple, qu'il a trouvé 79 pages 404. 79 pages d'erreur. Et donc, moi, en tant que référenceur, bah, je vais dire, il faudra les corriger. Alors, c'est peut-être pas la priorité numéro 1, mais en tout cas, ça sera dans ma to-do list de me dire, il va falloir que je corrige. Vous avez, nous, notre outil, un outil qu'on aime beaucoup, je vais vous montrer rapidement sur Opcast comment ça marche. Vous avez ce qu'on appelle des crawlers. Alors, Screaming Frog, le logiciel là que je vais vous montrer, reste pour moi sans doute l'outil le plus puissant qui existe sur le marché. Par contre, qui nécessite d'avoir un petit peu de connaissances. Mais cet outil-là, vous prenez l'adresse de votre site. Donc là, je vais prendre le site d'Opcast. Vous avez un petit bouton Start. Et en fait, il va faire exactement comme un moteur de recherche. Il va prendre URL par URL. Donc là, vous allez les voyez qui vont apparaître. Et il va vous donner toutes les informations concernant ces différentes pages. Des informations techniques. Vous voyez ici, j'ai le type, le charset, l'entête HTTP, etc. Et puis des informations SEO. La balise title, la balise métadescription, est-ce que c'est indexable ou pas indexable. Et avec ce type d'outil, en fait, quand vous le laissez faire son scan en entier, ça va vous remonter différents types d'erreurs. J'avais déjà fait le test hier, je vais le laisser tourner puis je vous montrerai. Mais par exemple, sur le site Upcast, il y a des dizaines et des dizaines d'erreurs 404. Donc ça va pénaliser votre référencement naturel. Et ça va tout simplement nuire à l'expérience utilisateur. Imaginez bien que vous êtes un internaute, vous êtes dans une page web, vous cliquez sur un lien et vous atterrissez sur une page d'erreur, ça va frustrer l'utilisateur. Et si ça se reproduit trop de fois, il y a des chances pour qu'il parte, tout simplement. Qu'ils se disent, ben voilà, ce site ne m'intéresse pas, et ainsi de suite. Donc, quand vous faites du référencement naturel, vous devez impérativement avoir un aspect technique. Donc, comme je dis là, dans le meet-up qu'on a, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, ça pourrait faire l'objet d'un autre meet-up avec un autre orateur éventuellement, mais tout le pan technique est hyper important. Bien entendu, dans la partie référencement, vous avez aussi à voir l'aspect popularité. Est-ce qu'on parle de moi? Est-ce que d'autres sites internet font des liens vers moi? Là, je peux vous montrer aussi un des outils rapidement, si j'y arrive, qui est payant malheureusement comme la plupart des outils. Donc, un que j'aime beaucoup qui s'appelle Majestic SEO. Hop là, juste que je me connecte. Tac. Pour vous montrer. Hein. Et en gros, dessus, vous allez mettre votre nom de domaine. Donc là, podcast.com. Et je vais juste lui demander, en gros, s'il te plaît, dis-moi quels sont les sites qui parlent de moi. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui font des liens vers moi? En l'occurrence, pour Upcast, comme c'est une certification qui est vraiment reconnue dans le milieu web,
il y a beaucoup de citations, c'est-à-dire beaucoup de sites internet font des liens vers ce site-là. Et vous voyez ici, il me dit qu'il y a 1504 sites différents qui feraient plus d'1 149 000 liens vers le site d'Upcast. Donc là, on est typiquement sur des sites qui sont populaires. D'un point de vue référencement naturel, c'est très bien, ça veut dire que quand je vais créer un contenu, j'ai de la popularité sur mon site, donc Google a de fortes chances de le positionner correctement. Je vais prendre à l'inverse un des autres sites qu'on a audité pour vous donner un ordre de comparaison. Je prends monhero.com. Hop. Et là, vous voyez, je suis à 92 sites qui font 259 liens. Donc, beaucoup moins de liens. Et en référencement naturel, votre objectif, ça va être d'augmenter ce chiffre-là. Et, si possible, d'avoir des liens qu'on appelle pertinents, donc depuis votre secteur d'activité. Alors, pareil, hein, ça, juste le netlinking, on pourra faire des conférences à part entière, mais en tout cas, on va regarder cet aspect-là parce que c'est un aspect qui est très important. Et dernier gros élément important, si je reviens sur un site, c'est sa structure. Alors la structure, c'est aussi de l'accessibilité. C'est de se dire, est-ce que l'ensemble des contenus de mes produits, de mes services, sont correctement rangés? Est-ce qu'ils sont correctement liés les uns aux autres? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facilement trouvable? Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez créer un contenu, vous allez, entre guillemets, le ranger correctement, le mettre au bon endroit. Vous voyez ça comme un étal de supermarché. Si vous arrivez chez Leclerc, chez Auchan, chez Super U, peu importe, quand vous arrivez dans un rayon, vous vous attendez à ce que les produits soient correctement rangés pour pouvoir les trouver. Je ne sais pas, moi, je cherche du chocolat en poudre. Le chocolat en poudre, il est forcément dans le rayon avec les chocolats. Il n'est pas dans le rayon boucherie. Donc, votre site internet, c'est pareil. Je dois ranger dans les bonnes sections. Et quand je suis dans un contenu, ce contenu-là fait des liens vers les autres éléments qui sont importants. On évite ainsi de faire des liens vers tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si je suis sur une fiche produit, je vais essayer de lier d'autres fiches produits de la même thématique, des conseils de la même thématique, des réalisations de la même thématique. Je vais reprendre, je crois que je l'ai fermé entre-temps, le Batiwest. Vous voyez, je reprends l'exemple de la page typique qui est nos réalisations. Il y a plein de gens qui ont une page nos réalisations, dans laquelle ils vont montrer tout ce qu'ils savent faire, ainsi de suite. Sur Batiwest, on s'est dit, non, on ne va pas faire une page réalisation. On va mettre les réalisations à l'intérieur des pages produits et on va ne mettre que les réalisations de ce produit-là. Si par exemple, je veux une extension de maison, si vous êtes dans le Grand Ouest, vous les contactez et dans la page extension de maison, quand vous descendez, vous allez retrouver des réalisations d'extension de maison. Et vous n'allez pas trouver ici les surélévations, par exemple. Ça, c'est votre objectif de correctement ranger. C'est ce qu'on appelle, en référencement naturel, un silo. On met les choses au bon endroit. Alors, pour faire de l'analyse de silo, il y a plein d'outils qui existent, des outils gratuits, des outils payants. Beaucoup d'outils payants, malheureusement. Nous, celui qu'on conseille, celui qui permet d'aller plus loin, c'est le logiciel qui s'appelle Gephi. Malheureusement, qui est très, très, très dur à prendre en main. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà amusés à utiliser ce logiciel-là, mais la prise en main est quand même assez chaotique. Vous avez d'autres outils qui, par contre, vous permettent quand même de faire des rendus. Alors, il y a cocon.se, par exemple, de mémoire, voilà, il y en a plusieurs. Vous avez aussi dans Screaming Frog, dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez aussi ce type de visualisation. Donc là, je vous remonte, je reviens sur Screaming Frog. Vous avez ici donc toujours le scan qui est en cours. Vous voyez, tout en bas à droite, il me dit qu'il lui reste encore environ 300 URL. Là, déjà, je peux vous montrer. Je peux trier les différentes URL trouvées. Et vous voyez mes pages d'erreur dont je vous parlais. Ça, c'est toutes les pages d'erreur qui ont été trouvées sur le site Upcast. Donc, ça veut dire que des liens qui étaient faits à une époque, des pages qui ont été supprimées, qui n'ont jamais été redirigées, qui donc vont poser problème pour l'utilisateur. À l'intérieur de Screaming Frog, je vous parlais de structuration. Vous allez avoir ici ce qu'on appelle le crawl, les visualisations, dans lequel vous allez pouvoir lui dire fais-moi une visualisation de la structure du site. Alors, j'ai cliqué trop vite, c'est pas celui que je voulais. C'est pas parfait, c'est-à-dire que c'est une visualisation parmi d'autres, mais ça vous permet en tout cas très vite de vous dire est-ce que oui ou non j'ai correctement rangé les choses dans mon site.
dans la visualisation, pardon, vous avez ce qu'on appelle le Force Directed Crawl Diagram. Vous allez voir, qui vous donne ce type de schéma. C'est magnifique. Dans lequel vous avez une première visualisation de tous les contenus du site, chaque rond étant une page ou une ressource, et chaque trait étant le premier lien trouvé pour accéder à ce contenu-là. Donc ici, vous retrouvez l'accueil du site, qui est juste là, non, pardon, qui est juste ici, à droite, dans lequel je retrouve plein de contenus directement accessibles. Et en fait, la seule section vraiment correctement définie, enfin les deux sections, c'est la partie newsletter, dans laquelle ici, je vais retrouver toutes les newsletters qu'ils ont publiées, et la partie blog, qui est dans sa section à part entière. Et pour le reste, c'est un peu plus chaotique, ce qui fait que là, je me dis que peut-être qu'en termes de structure, dans mon silo, j'ai pas correctement mis en place, j'ai pas correctement rangé, ou en tout cas structuré les différentes sections. L'idée étant, même si vous ne regardez pas cette visualisation, si vous allez à l'intérieur d'une page, par exemple, je vais aller dans « Comprendre le score de la certification Upcast », je vais me poser la question de « Est-ce que je suis correctement au bon endroit ?» Je suis une page qui répond à un besoin précis, qui est rangée en sous-section de certification Upcast. Ce qui est logique, c'est comprendre le score de la certification Upcast. Seul souci, c'est que ici, comprendre le score, imaginons que vous arriviez par cette page en tant qu'internaute, dites-vous que c'est pareil pour Google. Quand vous arrivez dessus, c'est comprendre le score de quoi? Vous voyez, dans le titre de l'article, on aurait pu l'optimiser pour l'expression, c'est comprendre le score de la certification Upcast. L'idée, c'est toujours de réussir à correctement ranger les choses, correctement nommer les choses et de répondre aux besoins. Si cette démarche-là, là que je l'ai fait rapidement, hein, parce que ce n'est pas un vrai audit là, SEO que je fais en détail, mais si déjà vous faites ça sur vos sites, vous allez voir que déjà vous allez pouvoir balayer et corriger un nombre incalculable de choses. De vous dire aujourd'hui, comment est-ce que je réponds aux besoins et est-ce que j'ai le contenu pertinent pour y répondre. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être importantes à mettre en place. Et donc ça, c'est une démarche à faire. Alors, je vois l'heure qui passe très très vite, donc je vais passer pour le SEO. Passer juste à deux autres sujets aussi que je voulais aborder rapidement avant de passer à vos différentes questions. C'est de vous dire, est-ce que mon site, quand l'internaute va arriver dessus, est-ce que l'aspect technique de l'accessibilité et l'aspect technique de la sécurité sont deux thématiques qui sont correctement remplies? Puisque avec un site web, tous les aspects du site vont jouer. Si je suis un prospect, la partie référencement naturel, la vitesse, la partie légalité, la partie web marketing, la réponse aux besoins, tous ces critères vont jouer. Et c'est la combinaison de l'ensemble de ces critères qui va faire que je vais devenir client ou je vais partir du site. On va revenir donc sur les deux derniers sujets que je voulais aborder rapidement. L'accessibilité. Je vais prendre un site. Alors, je vais commencer, je voulais revenir sur mon héros. Voilà. Sur l'accessibilité. L'accessibilité, il y a plein de sujets à l'intérieur de l'accessibilité. Je ne rentrerai pas dans le détail, sachant qu'en plus, nous, à l'agence, on n'est clairement pas des experts d'accessibilité, nous, en tout cas chez SOMX. En tout cas, vous avez déjà des questions, des points de bon sens quand vous allez auditer un site. Quand j'arrive sur un site, pour que celui-ci soit utilisable facilement par l'internaute, on va regarder d'abord plusieurs choses. D'abord, est-ce que le site est clairement identifiable? Est-ce que je sais chez qui je suis, ce qu'ils font, ce que je vais y trouver de manière globale? Ça rejoint beaucoup la première partie sur le marketing et sur la réponse aux besoins. Là, très vite, on se dit, OK, je suis sur mon héros, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la déco d'anniversaire, des jeux et des cadeaux. Donc, pour le coup, on comprend assez vite ce qu'ils font. Le deuxième point, c'est la navigation. Est-ce que les différents menus, différents boutons, les différents liens sont compréhensibles? Est-ce que je sais où je suis ou non? Si par exemple ici, on ne voyait pas l'URL, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que je suis dans mon blog. Imaginons que j'ouvre cette page-là. Est-ce que vous êtes capable de dire très facilement, je suis sur l'accueil du site, je suis dans telle page, ou dans telle fiche produit, ou dans telle section? Là, en l'occurrence,
C'est impossible à savoir. De savoir du premier coup d'œil que je suis à l'intérieur du blog, là, pour le coup, malheureusement, ce n'est pas le cas. Deuxième chose, on va essayer aussi de fluidifier la navigation. Si je suis quelqu'un qui veut chercher, qui veut répondre à un besoin, vous prenez chacun de ces besoins et vous dites si la personne arrive sur cette page, est-ce qu'elle peut facilement répondre à ce besoin-là? Exemple, j'arrive sur ce besoin-là, je veux contacter la société. Et vous avez la page contact qui est en haut à droite, mais mine de rien, elle est un petit peu planquée. En fait, votre regard va être attiré très vite vers le moteur de recherche et vers toutes ces sections-là. Et vous allez rechercher là. Et je mets ma main à couper, vous allez avoir quelques personnes qui, en fait, vont tout simplement pas voir qu'il y avait une page de contact qui était planquée tout en haut. Donc, en fait, sur chaque élément de navigation, vous devez vous poser cette question-là. Où est-ce que je suis? Est-ce que pour chaque besoin de chacun de mes internautes, est-ce que c'est facilement trouvable? Si je cherche un produit, un conseil, une section, un formulaire, une fonctionnalité, peu importe, je dois tout faire en sorte pour que ce soit le plus simple possible. Je reviens à Upcast. Aujourd'hui, alors je vais me mettre dessus. Si j'arrive ici, je vais me dire aujourd'hui, je veux passer la certification. Donc vous vous mettez à la place de l'internaute. Je suis un prospect. Je veux passer la certification Upcast. Où est-ce que je veux cliquer? Là, je fais comme si je ne connaissais pas le site. Je vais me dire, OK, je veux passer la certification. Donc, je vois certification. Donc, je vais me dire, je vais cliquer dessus. Je vois certification Upcast. Je clique dessus. Là, j'ai un sommaire, j'ai un programme, j'ai des informations sur les certifiés, les agences, avantages, journée de socialisation, vidéo, Upcast, nanana. Je descends. Envie de vous lancer. Ah, là, j'ai un formulaire. Donc là, j'ai mis un peu de temps à devoir parcourir l'intégralité de la page pour avoir quasiment le cœur de mon métier, qui est de dire, moi, si je suis un organisme qui forme et qui ensuite certifie des gens en accessibilité, il faut absolument que cette fonctionnalité-là soit la plus facilement accessible depuis n'importe quelle page de mon site. Et c'est valable sur tous les types de pages. Si je reviens à, je crois que je l'ai fermé aussi, si je reviens à Antilles, je l'ai fait n'importe comment ici. Je vais rentrer dans les conseils. Pour donner un exemple, imaginons que j'arrive dessus. Est-ce que très vite, je peux faire une demande de devis, qui est le cœur du métier? Ici, je vais la voir à droite. Cette fois-ci, je vais aller dans votre avis. J'arrive par cette page. Est-ce que je peux facilement faire une demande de devis? Etc. etc. C'est vraiment des choses qui vont être importantes à mettre en place. Ensuite, dans l'accessibilité, vous avez des choses plus techniques. Dans les choses plus techniques, c'est est-ce que je suis capable, notamment, de zoomer ou dézoomer la page et qu'elle soit toujours utilisable. Bon, je vais revenir sur Upcast. Théoriquement, sur ce point de vue-là, il devrait être plutôt bon. Est-ce que quand je zoome, est-ce que ma page reste toujours utilisable? À l'inverse, quand je dézoome, également. Ça, c'est des choses toutes bêtes. Dans les choses aussi toutes bêtes, quand vous chargez une page, est-ce que je suis capable de naviguer au clavier? Donc ici, si je fais au clavier, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais ça active différents liens d'accessibilité pour aller au contenu, aller au menu, aller à la recherche, et puis ensuite pour sélectionner les différents items. Donc là, je suis dans le moteur de recherche, là, je suis dans les différents menus, et ainsi de suite. Ça, je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il y a plein de critères d'accessibilité à connaître pour pouvoir justement regarder ça, mais dites-vous bien que l'accessibilité, très 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 vite, ça peut vous bloquer. Je vous donne un exemple, je suis daltonien. Donc le vert et le rouge, j'ai une légère tendance à les confondre. Si dans votre formulaire ou dans votre graphique, vous utilisez ces deux couleurs, potentiellement ça va me bloquer. Et donc potentiellement, peut-être que vous allez perdre tous les prospects qui sont daltoniens. Pour reprendre juste cet exemple-là. Et donc l'accessibilité, c'est vraiment de vous dire, je dois faire en sorte que n'importe quel internaute, avec n'importe quel type de handicap s'il en a, avec n'importe quel type de navigateur d'outils, il doit être capable d'utiliser facilement mon site et surtout, il doit être, vous devez facilement répondre à son besoin. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc,
L'accessibilité, bon, on pourrait continuer à en parler, mais c'est pareil, c'est trop vaste. Et il y a un dernier sujet, je vois que je déborde beaucoup parce que je parle beaucoup. Dernier sujet juste que je voulais aussi aborder rapidement dans un audit, on va dire, assez rapide d'un site, c'est la partie sécurité. Alors, la partie sécurité, euh, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord pour rassurer l'internaute. Si j'arrive sur un site sur lequel j'ai des alertes de sécurité de mon navigateur ou de mon antivirus, dites-vous bien que l'image de marque va être désastreuse. Voilà, ça peut vraiment vous faire perdre beaucoup d'argent et beaucoup de prospects. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'un site non sécurisé peut facilement se faire pirater. Donc là, il y a un problème légal. Vous pouvez avoir des données personnelles ou des données sensibles qui tout d'un coup partent un peu dans la nature. Et d'autre part, ça peut avoir un impact en référencement naturel. Un site piraté va assez vite disparaître purement et simplement des moteurs de recherche. Donc, quand vous faites un site web, quand c'est vous-même, je vous conseille de vous former, ou quand c'est par un prestataire, assurez-vous qu'il respecte le B à bas de la sécurité web. Sachant que sur la sécurité, aucun site internet au monde, aucun, ne pourra sécuriser à 100% son site. Ça, c'est hyper important de garder en tête. Un site web sécurisé, malheureusement, il y a plein d'aspects sur lesquels vous pouvez avoir une maîtrise totale. Si je prends l'exemple du CMS WordPress, si vous utilisez des extensions, il y a peut-être une faille à l'intérieur de cette extension qui n'a pas encore été découverte, et le jour où elle sera découverte par un pirate, votre site sera piraté, et pourtant vous aurez fait tout le reste correctement. Donc, réfléchissez bien à ça, c'est que vous ne pourrez jamais sécuriser 100% votre site. Il n'empêche, on peut faire plein de choses. D'abord, la première étape, c'est d'un point de vue moteur de recherche et d'un point de vue expérience utilisateur, ayez un site en HTTPS, donc avec un certificat, et donc quand vous êtes sur un site, c'est d'avoir, vous voyez en haut à gauche, votre petit cadenas qui vous dit que la connexion est sécurisée. Ça, c'est un basique de chez Basique. En 2021, on ne peut pas avoir un site qui est en HTTP, vous devez absolument avoir de l'HTTPS. Ça, c'est la première chose. La deuxième grande règle de sécurité, qui est toute bête avec WordPress, c'est rester à jour. J'essaie d'avoir un WordPress à jour, des extensions à jour, un serveur qui lui aussi est maintenu et qui est à jour, et toutes les librairies ou scripts que je peux utiliser doivent également être à jour. Je vais vous prendre un autre exemple, le site Un clic un prof, sur lequel je suis tombé dessus par hasard pour le coup. Et ben, je vais me poser la question, est-ce que ce site est sécurisé? Vous avez une extension qu'on utilise beaucoup à l'agence qui s'appelle Wapalizer. C'est ce que vous avez tout en haut à droite ici, vous voyez les espèces de petits cubes, des petits carrés. Et Wapalizer, en fait, quand vous l'installez en termes d'extension navigateur, sur toutes les pages sur lesquelles vous allez être, il va tout de suite vous faire ressortir plein d'informations. Il va vous donner les différentes technologies qu'il a pu détecter sur cette page-là. Et pour chacune de ces technologies, il va essayer de vous donner la version. Par exemple, ici, je sais que Un clic un prof utilise l'extension Yoast SEO en version 14.9, qui de mémoire n'est pas la dernière de Yoast. Donc ça veut dire que le site n'est pas à jour. Donc, potentiellement, sujet à plus de failles. Alors ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas à jour, vous avez forcément des failles, mais ça c'est un b.a.-ba. Dans les autres règles aussi de base, vous allez vous poser la question, tout simplement, alors je vais aller encore sur un autre, vous voyez, je vais sur le centre médical des spécialistes du plan de Cook. Je vais regarder la même chose et je vais regarder les différentes versions. Je vais regarder la version de WordPress qu'ils utilisent, la 5.3.6, donc là pour le coup ils ont pas mal de retard. Yoast, ils sont beaucoup plus en retard encore sur les versions. Donc ce site-là n'est pas à jour. Donc peut-être qu'il y a des failles de sécurité connues. Autre problème, vous voyez ici, je n'ai pas de connexion HTTPS, je n'ai pas de certificat. Ça, c'est des choses basiques. Une troisième chose aussi très simple, le problème de sécurité, c'est souvent vous, sans vouloir être méchant, c'est aussi vos clients, vos utilisateurs. En fait, très souvent, on a des failles qui viennent d'une mauvaise utilisation de l'outil informatique de manière générale. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez gérer un site web, ça implique plein de choses. Déjà, la machine sur laquelle vous allez vous connecter, votre ordinateur, c'est un ordinateur qui est à jour. Donc Windows est à jour, vous avez un antivirus qui est à jour, vous faites des scans réguliers, votre machine a un login mot de passe aussi pour vous connecter, ça c'est des choses vraiment importantes. Ensuite, quand vous allez créer vos comptes utilisateurs, quand je vais créer mon compte administrateur pour pouvoir gérer mes contenus, mes réglages, etc., il y a plusieurs règles. La première, c'est de se dire, je fais en sorte de ne pas avoir de compte qui est devinable et j'utilise des mots de passe sécurisés. Ça aussi, c'est des choses basiques et j'ai un accès par personne.
Ça, c'est vraiment les choses simples. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, on peut se faire pirater très facilement par ça. Et ensuite, sur WordPress, l'idée, c'est que, je vais être honnête, hein, on va faire simple. Moi, je vous conseille d'utiliser des extensions de sécurité spécialisées qui vont mettre en place tout un tas de règles. J'aime beaucoup, enfin, on aime beaucoup à l'agence SecuPress, qui va gérer ça de manière plutôt efficace et qui va en tout cas corriger pas mal de défauts de WordPress assez rapidement. Un des premiers défauts de WordPress, c'est, alors je ne vais pas tester sur celui-là, on va voir, l'accès à la page admin de WordPress facilement accessible. Vous voyez ici, c'est la page par défaut, j'atteins le formulaire de contact. Ce qui veut dire qu'ici, je peux très vite dire, bah tiens, je vais tout simplement aller tester des logins de mot de passe, et au bout d'un moment, si j'utilise un logiciel de brute force, je vais passer et je vais réussir à tout simplement me connecter. Et si en plus l'utilisateur a mis un login et un mot de passe qui sont facilement devinables, je vais pouvoir le pirater assez facilement. Alors, ce n'est pas une faille en soi, mais il n'empêche que je facilite le travail des utilisateurs. Et en fait, c'est assez rapide de se faire, de laisser comme ça des informations rendues publiques. Je vais reprendre un exemple, alors je vais vérifier si c'est le cas. Hop, je vais juste vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Ça, c'est bon, je m'en fiche. Je suis allé trop vite. Je vais recommencer. Hop, je cherche juste un truc bien précis. Parfait. Ça, par exemple, c'est l'API REST de WordPress, qui est accessible si vous ne faites rien directement à tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que dedans, là, quand vous tapez votre nom de domaine /wp-json, vous allez avoir ce qu'on appelle des routes. Donc, ça, c'est tous les différents types d'URL sur lesquels l'API REST peut répondre. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est qu'une API REST. Si ça vous intéresse, faites une petite recherche Google, vous verrez. Et dans lequel, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais aller, en fait, tout simplement me dire, tiens, j'aimerais bien connaître les utilisateurs de ce site. Donc, je vais aller ici, chercher, hop, je vais y arriver, la liste des utilisateurs. Ici, je vais vérifier est-ce que c'est rendu public ou non. Là, pour le coup, c'est bien fait, vous voyez, ils ont, avec iTeam Security, donc une autre extension de sécurité, ils ont bloqué l'accès à ces informations-là. Malheureusement, ce n'est pas forcément toujours suffisant. Je vais prendre un exemple, parce que j'ai testé. Je vais ici sur Opcast. Imaginons que je me dise, non, je suis un méchant pirate et je voudrais les pirater. Je vais aller, je ne sais pas, moi, dans la section News. Je vais prendre un de leurs articles. Voilà, il y a une checklist dans le pilote. Et puis, je vais regarder. Et puis, il y a marqué, je ne vois pas de nom d'auteur en tant que tel, mais juste une petite signature marquée à la fin, pareil, je me dis que peut-être ça, c'est un nom d'utilisateur. Et donc, peut-être que je vais pouvoir voir s'il existe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les URL d'auteur par défaut de WordPress. D'accord. Et je vais taper tout simplement le nom et le nom de prénom. Page 404, il n'existe pas, ce qui est assez logique. Je vais essayer avec un underscore au cas où. Là, je ne le trouve pas. Et je peux essayer aussi sans cette partie-là. Donc là, j'ai trouvé. Malheureusement, je sais que ce login existe. Donc, j'ai deviné la moitié de l'information de connexion. Et malheureusement, ça, c'est présent sur 98% des sites WordPress. Vous prenez n'importe quel site WordPress, vous prenez le nom d'un des auteurs et vous le tentez de taper son URL pour voir si elle répond. Si elle répond, ça veut dire que le login existe et donc théoriquement, il me reste à trouver son mot de passe. Ici, moi, je conseille à Opcast d'utiliser une extension qui s'appelle SF Author URL Control, qui vous permet, donc c'est une extension d'un développeur toulousain, qui vous permet tout simplement de changer en fait l'URL d'une page auteur et donc de ne pas pouvoir rendre devinable ce nom d'utilisateur. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce que peut faire WordPress de la mauvaise façon. Je vous donne un deuxième exemple. Je reviens toujours ici. Je vais regarder le code source de la page. Je vais chercher la balise body. Donc, dans l'HTML, c'est ce qui commence ma page web. J'ai dû aller trop vite. Elle est ici. Ici, j'ai son login et j'ai même son identifiant. Donc, je sais que dans la base de données, c'est l'utilisateur qui a l'ID numéro 2 dans ce site WordPress. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas une faille de sécurité en soi, mais n'empêche que vous pourriez avoir des gens qui
devine une partie des informations qui faciliterait un piratage. Donc par exemple, pour résoudre cette problématique-là, je vous conseille S6 Username Security. Hop, j'ai écrit ça n'importe comment encore. Voici. Que j'ai codé en partie et sur lequel Julio Potier de SecuPress m'a aidé ensuite pour remanier l'ensemble, qui là aussi va venir renforcer la sécurité en masquant l'ID et le login et en changeant le nom public si jamais celui-ci était trop facilement devinable. Donc ça, c'est des exemples parmi d'autres. Moi, ce que je vous conseille juste pour finir sur la sécurité, c'est d'abord de respecter les principes de BABA du web, de sécurité sur les antivirus, sur les mots de passe, sur des logins non devinables. Et ensuite, sur WordPress, c'est de vous assurer que vous ayez un WordPress à jour, un serveur à jour, et d'utiliser des extensions de sécurité qui vont activer plein de règles. Si je reprends l'exemple de SecuPress, vous allez avoir des dizaines d'options et d'éléments qui vont être contrôlés et sur lesquels ils vont pouvoir mettre en place différentes règles de sécurité. Donc ça, c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'un meet-up entier. Mais voilà, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée de tout ça. Je vois qu'il est déjà midi 37, donc j'arrête pas de blablater depuis tout à l'heure, je blablate plus que ce qui était prévu. J'ai essayé de balayer voilà, les grands sujets déjà, pour vous donner déjà des pistes sur chaque thématique. J'espère que ça vous a plu, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et si jamais vous avez des questions, ben voilà, c'est justement le moment voilà, sur lequel on peut échanger. Donc mettez dans le chat vos différentes questions. Juste avant d'y répondre, j'en profite pour redire ce que j'ai dit au début de la conférence, au tout début. On est à la recherche, sur le Meetup de Nantes, d'orateurs. Donc, sur toutes les thématiques qui sont liées de près ou de loin à WordPress. Alors, ça peut être les thématiques que j'ai abordées aujourd'hui, mais ça peut être aussi comment former un utilisateur, comment faire de la gestion de projet, comment vendre ses prestations, comment apprendre WordPress. Enfin, ça peut être plein de choses. Si, en tout cas, vous avez l'envie de venir faire un meet-up, même à plusieurs ou en mode table ronde, voilà, on cherche des orateurs voilà, pour les prochaines sessions courant 2021. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis, comme ça, on pourra toujours voir ça ensemble. J'ai vu aussi la question passer plusieurs fois sur est-ce que ce sera en replay? Oui. Enfin, normalement, si je ne me trompe pas, j'ai bien appuyé sur le petit bouton enregistrer. Donc, normalement, le temps que je coupe le début et la fin, qui ne serviront pas à grand-chose à la fin, mais ce sera après mis sur la chaîne YouTube du Meetup de Nantes. Et donc, on repartagera le lien sur la page Meetup de l'asso. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je regarde un peu vos questions et puis je vais y répondre. Alors, je vais les prendre dans l'ordre que je les vois. De la question de Yann sur comment acheter la 4e édition du livre sans passer par Amazon. Il est disponible partout. Sur la boutique d'Erol, par exemple, l'éditeur. Mais en fait, la plupart des libraires l'ont. Ça peut être la FNAC, l'espace culturel de Leclerc, ça peut être la petite librairie du coin. Voilà. Ils le vendent théoriquement tous, ou en tout cas, ils peuvent le commander facilement. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le commander un peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, autre question donc, de Stéphane sur comment est-ce que je crée un cocon ou un silo. Est-ce que j'utilise des catégories des articles ou des pages ou des sous-pages? J'ai envie de vous dire, ça dépend. Qui est la réponse que donnent trop souvent des référenceurs. Ça dépend dans le sens où ça dépend de votre thématique. Je m'explique. Le but du jeu, quand vous allez créer votre site web, c'est de ranger correctement les choses. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est simple, dans lesquels j'ai 3 produits, 3 services, 3 gammes, 3 thématiques. Donc, pas de souci, ça va rouler tout seul. J'ai des clients, par contre, qui vont avoir des problématiques beaucoup plus complexes. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas, moi, je vais aller chez Sephora. J'ai écrit ça n'importe comment. Voilà. Sephora, donc ils font ici plein de gammes de produits sur voilà, maquillage, crème, soins du corps, etc., etc. Eux, ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, un même produit, un même besoin, en fait, peut être catégorisé de différentes façons. Je peux trier par type de produit, d'accord? Je peux trier par crème,
crème pour le corps, crème pour les mains, crème pour le visage, maquillage, parfum, enfin, etc. Je peux aussi trier par âge, les produits pour enfants, les produits pour adultes. Je pourrais trier aussi par public visé, hommes, femmes, par exemple. Après, je peux même recatégoriser de manière encore plus détaillée. Si je fais une crème pour le visage, je peux faire pour les peaux sèches, pour les peaux mixtes, pour les peaux grasses. Et ce qui fait qu'en fait, ma catégorisation, mon utilisation dans mon WordPress de pages, de sous-pages, de catégories d'articles, c'est hyper compliqué. En fait, il faut que vous déterminiez quel est l'axe de navigation principal. Aujourd'hui, comment les gens recherchent mon produit en priorité? Est-ce que c'est par âge, par type de produit, par type de peau, et ainsi de suite. Une fois que vous avez défini ça, ça va être votre structure principale. Dans mon silo, dans mon chemin de navigation, alors, ce qui est le cas ici, vous voyez, dans leur site e-commerce, je navigue par typologie de produit. Vous voyez, je rentre dans parfum, et après, dans parfum, je peux choisir parfum femme, parfum homme, coffret parfum, ou voilà, plein de sous-catégories. Mais en tout cas, cette définition d'éléments va être hyper... la réflexion, en tout cas en amont, est très importante. Vous devez juste vous dire, est-ce que oui ou non, cet élément-là doit mettre dans ma navigation? Et est-ce que mon WordPress me le permet? Des fois, vous allez utiliser catégorie article, ça marchera très bien. Des fois, page et sous-page, ça marchera très bien. Et des fois, vous devrez faire un mix. Si je vous donne un exemple ici, sur le site de l'agence, dans notre menu, vous avez donc la partie qui présente l'agence, une section WordPress, une section référencement naturel. Et bien nous, chez nous, WordPress, l'URL WordPress, c'est une catégorie. Mais ce n'est pas une catégorie classique. C'est une catégorie qui répond à un besoin. Ce n'est pas juste un listing d'articles. L'idée, c'est qu'on s'est dit, quand les gens tapent WordPress, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Et on s'est arrangé pour faire des pages sur mesure avec toutes les informations qui vont être utiles et pertinentes pour l'internaute. Donc là, en l'occurrence, c'est l'utilisation d'une catégorie avec un CPT privé, et puis on a fait notre petite tambouille pour l'optimiser. Donc il n'y a pas de choix idéal, il faut trouver le juste milieu. Donc j'espère que ça répond en tout cas à ta question. Ensuite, question de Charlie. Comment savoir si son serveur est à jour? Alors en fait, le plus simple, c'est de passer par un bon hébergeur. C'est tout bête, hein, mais des hébergeurs comme Infomaniac, comme OdioSwitch, comme WP Server. Voilà, vous savez que normalement, on ne part pas d'un vieux serveur tout pourri, jamais mis à jour et sécurisé. Donc ça, c'est toujours des choses qui vont être importantes à faire. Et après, c'est très simplement, c'est quand vous tapez dans Google dernière version de PHP, dernière version d'Apache, vous aurez les informations des dernières versions disponibles. Et c'est de vous dire, est-ce que mon hébergeur le fait? Par exemple, si je prends l'exemple juste de PHP, aujourd'hui, en 2021, on doit être sur une version récente de PHP. Théoriquement, vous devez être au moins en 7.3, voire en 7.4. Et sachant qu'il y a la 8 qui, si je ne dis pas de bêtises, soit elle arrive, soit elle vient d'arriver. Mais voilà, c'est des choses ultra importantes. Si vous avez une vieille version de PHP, une vieille version d'Apache, voilà, c'est des choses qui peuvent être importantes. Et comme l'indique Valérie dans le commentaire, l'extension CQPress effectivement fait remonter l'information et va vous dire attention, vous avez une version trop datée de PHP, veuillez mettre à jour pour ça. Si je remonte encore sur les autres questions, que penses-tu du site Security Header? Alors, Amandine, il faudrait que tu précises ta question pour que j'y réponde. Je te laisse repréciser ta question pour que je puisse te donner une réponse plus complète. Une question d'Eric pour un site vitrine avec des contenus plutôt statiques, sans actualité. Est-ce qu'on peut arriver quand même à remonter dans le résultat de référencement naturel en corrigeant les points cités? Oui. Il faut savoir que Google et les moteurs de recherche se fichent comme de l'an 40 de savoir ce qu'est votre contenu. Que ce soit un contenu d'actualité, que ce soit une catégorie, un article, une page, une taxonomie, un CPT, etc. Aucune importance. Il faut juste que ça réponde aux besoins. Donc même si c'est des contenus relativement statiques, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de mise à jour parce qu'il n'y a pas forcément de besoin, si vous répondez bien aux besoins, si votre site est bien structuré, si vous avez des liens et si vous n'avez pas de problématiques techniques, il n'y a aucune raison de ne pas se positionner. Après, en fonction de la concurrence, c'est plus ou moins compliqué, bien entendu, mais normalement, ça devrait, on va dire, rouler tout seul. J'espère que ça répond aussi à ta question, Eric. Je passe à la question suivante
Délène, est-ce qu'il y a une différence entre les différents types de certificats HTTPS pour Google? Alors non, il n'y a aucune importance. Et je vais être parfaitement honnête, le fait d'être en HTTPS par rapport à pas HTTPS, aujourd'hui dans nos tests, et ceux de confrères, l'impact est quasi inexistant. Par contre, c'est hyper important en termes de sécurité web au sens large, et c'est hyper important en termes d'ergonomie et d'expérience utilisateur. Donc, il faut être en HTTPS. Et pour Google, ça ne change pas grand-chose. Et donc, le type de certificat, entre les certificats gratuits ou les certificats vraiment payants, beaucoup plus complexes et sécurisés, ça n'a aucune importance malheureusement. Ensuite, donc, il y a Amandine donc, qui a posé la question sur Security Header, sur les informations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, je vais montrer pour montrer tout le monde, Security Header. En fait, je le prends, alors c'est un site parmi d'autres. Je vais prendre peu importe lequel, comme qui me tombe sous la main. Tac. C'est donc des sites qui permettent de tester ce qu'on appelle les entêtes de sécurité de votre site. En fait, quand vous vous connectez à un site, une page web, n'importe laquelle, et vous renvoie ce qu'on appelle des entêtes HTTP, dans lequel il y a différentes informations qui vont être utilisées par votre navigateur. Et notamment, il y a des éléments de sécurité à l'intérieur. Ici, par exemple, Shopcast, il y a différents types de headers, il n'y en a aucun qui a été trouvé, donc il vous met une note de F. Alors, c'est sûr qu'on pourrait faire mieux, on pourrait corriger différentes entêtes HTTP. Après, je vais être honnête, ce n'est pas ça qui va vraiment sécuriser votre site avant. C'est-à-dire que certes, c'est mieux de le faire parce que ça rapportera des couches de sécurité sur certains aspects, mais en soi, ce n'est pas ça qui va changer la donne. Vaut mieux d'abord se concentrer sur vos logins, vos mots de passe, déplacer la page de login, mettre à jour votre WordPress, etc. Ça aura beaucoup plus d'impact sur la sécurité de votre site. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, Valérie qui a fait une remarque sur Doctolib. Je veux bien que tu la recopies, parce que je ne vais pas la retrouver comme ça. Ça ne va pas être facile. Et il y a une petite remarque juste au passage d'Eric sur les entêtes HTTP qui dit que c'est complexe à mettre sur WordPress. Effectivement, parce qu'en fait, très souvent, il faut les injecter beaucoup plus tôt dans le chargement de WordPress. Et donc, des fois, en fait, il faut aller carrément mettre ces règles au niveau de la configuration de l'hébergement ou alors directement dans le fichier de config de WordPress pour forcer au plus tôt certains types d'entêtes. C'est un petit peu chiant, mais ça se fait quand même. Mais effectivement, ce n'est pas le plus pratique. Et après, c'est comme je vous disais, ce n'est pas le plus prioritaire. Est-ce que le son d'une vidéo a un impact sur le référencement? Non. Et d'ailleurs, une vidéo n'a pas d'impact sur le référencement, puisqu'une vidéo est un format illisible pour le moteur de recherche, et en plus, il n'y a pas de ce qu'on appelle de texte alternatif. On ne peut pas dire à Google, voici un texte qui t'explique exactement ce qu'est la vidéo. Google va essayer de comprendre la vidéo avec le texte autour, avec éventuellement le nom du fichier vidéo, mais pour Google, une vidéo, c'est un peu du vide. Donc, si jamais vous utilisez la vidéo, ce qui peut être une très bonne pratique marketing, quand vous allez publier la vidéo sur votre site, mettez du texte autour. Mettez du contenu pour aider le moteur de recherche. Donc ça, c'est vraiment des choses très, très importantes. Pour revenir donc à la question de Valérie sur Doctolib, les médecins m'ont inscrit sur ce site sans mon consentement. Qu'aurait-il bien mis en place pour être réglé avec la RGPD? Une confirmation par email? Oui. En fait, il faut avoir un consentement explicite et non équivoque. Donc, si je collecte de la donnée personnelle, normalement, je dois avoir un accord franc de l'utilisateur. Donc, il a dû confirmer manuellement mon internaute l'acceptation de l'envoi de ces données. Donc, c'est des choses voilà, qui, malheureusement, si Doctolib l'a fait sans consentement, effectivement, c'est qu'il y a un problème. Donc, une question de Ben en termes de sécurité WordPress. J'utilise le plugin WordFence. Quels autres plugins sont intéressants pour sécuriser les sites? Alors, moi, j'ai tendance à dire enlevez WordFence, mettez CQPress. Parce que WordFence, c'est vraiment une usine à gaz assez lourde. Je trouve CQPress beaucoup plus fluide et limpide et même plus efficace sur pas mal d'aspects. Donc, on a tendance à déconseiller un petit peu WordFence. Si vous avez, alors vu l'heure, allez, je prends une dernière question si jamais il y en a une, et puis après, je vous laisserai aller tous manger tranquillement.
Autre que CQPress en gratuit, non, les CQPress c'est très bien. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là, en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ce sera bien entendu disponible en replay. Et voilà, je répète aussi, on cherche d'autres orateurs pour les prochains meet-up nantais à venir. Donc, n'hésitez pas si vous voulez participer. Et puis voilà, au plaisir d'échanger. J'espère qu'on pourra rapidement refaire des vrais meet-up en présentiel pour échanger de vive voix, aller boire un verre après, etc. Donc, il n'y a plus qu'à. Et puis, on vous tient au courant, en tout cas pour le prochain meet-up, dès qu'on aura une date et un sujet. Et puis, je vous dis tout ça bientôt dans la communauté WordPress. À très bientôt tout le monde.